Bon, on introduit la visio. Vous me dites quand vous êtes prêt. C'est bon? Bon, mais merci à tous. Merci, vous êtes nombreux. Casa 2040, c'est une opération qui est importante. Je vous remercie d'être aussi nombreux et je remercie aussi tous ceux qui sont en visio et qui assistent à cette réunion. Effectivement, la communauté d'agglomération a souhaité renouveler et relancer son schéma de cohérence territoriale. Qu'est-ce qu'un schéma de cohérence territoriale? C'est tout simplement comment on va pouvoir vivre tous ensemble jusqu'en 2040 avec les enjeux qui sont les nôtres. Alors il y a eu un premier SCOT qui était en 2008. Ce premier schéma de cohérence territoriale de l'époque a mis en valeur notre mode de fonctionnement, comment on vit, comment on se transporte, comment on gère nos déchets, quel est notre potentiel de constructibilité au niveau de l'habitat, quel est notre niveau d'habitat social que l'on doit mettre en place. Enfin, toutes ces données-là, en 2008, on a eu un premier schéma de cohérence territoriale qui correspondait aux 16 communes de l'époque. Aujourd'hui, nous sommes sur 24 communes, et donc tous les 15 ans, environ 15 à 20 ans, puisque on est sur 2040, on démarre ce schéma, et donc l'objectif, c'est de se mettre à jour quelque part. Et que nous pressentions en 2008, aujourd'hui, c'est beaucoup plus prégnant. Aujourd'hui, on parle énormément de dérèglement climatique, comment on va gérer le dérèglement climatique. On parle de transport, comment on va se déplacer. On parle d'habitat, avec l'expérience 2008 et aujourd'hui, quel est le niveau de constructibilité qu'a mis en place Acasa. Qu'est-ce qu'on va faire pour demain? Voilà, ce sont tous des enjeux qui aujourd'hui font partie de ce fameux schéma de cohérence territoriale. Donc comment on va se déplacer nous tous, de quelle façon on va travailler, le télétravail, comment on le met en place, comment on va se transporter euh, dans les communes jusqu'au travail, et quel sera notre mode de vie, tout simplement, jusqu'en 2040. Et donc aujourd'hui, nous travaillons, donc vous l'avez compris, nous avons eu une volonté. Donc là, vous avez 5 maires, hein. Vous avez François Witkowski, le maire du Bar-sur-Loup, Gilbert Hollande de Sipierre, Frédéric Pomin de Tourette-sur-Loup et notre conseiller départemental, Gérald de Lombardo, qui est maire du Rouret. Et donc, l'objectif, c'était aussi de démontrer qu'on n'est pas là de parler d'un PLU, on n'est pas là on ne parle pas du plan local de l'urbanisme de la commune, on parle de notre vision commune du vivre ensemble sur la communauté d'agglomération. Alors, il est vrai que je dirais que le découpage administratif euh, a ses limites, parce que, par exemple, sur la partie est de Tourette-sur-Loup, il a une cohérence territoriale avec Vence. La partie ouest de Châteauneuf avec Grasse. La partie de Valoris, ça va être Cannes. La partie de Villeneuve-Loubet avec la métropole. Donc, il y a aussi les limites à l'exercice. Cependant, aujourd'hui, nous devons essayer de comprendre tous ensemble ce que nous allons faire, comment nous comptons vivre tout en tenant compte aussi de la réglementation. On est en France, on n'est pas hors sol, donc il y a des réglementations régaliennes qui nous imposent aussi un exercice assez contraignant. Mais là-dedans, il faut absolument que nous trouvions, nous, notre espace pour trouver la meilleure façon de vivre ensemble. Un domaine aussi qui était important, que nous ne tenions pas trop compte, ce sont tous les risques géologiques, inondation, chute de blocs, glissement de terrain. Qu'est-ce qu'on fait avec tout ça aussi? Comment on construit notre environnement avec toutes ces contraintes? Voilà, c'est le préambule que je voulais faire et je pense que je vais laisser la parole à Cécile Mangarelli, qui est la directrice à la CASAC, qui est en charge du schéma de cohérence territoriale. Merci de m'avoir écouté. Bonjour. Merci, monsieur Mail. Bonsoir, mesdames, messieurs. Donc, on va poursuivre la séance, la présentation, en vous présentant un peu le déroulé que l'on va faire ce soir. On va avoir une première séquence où on va parler des objectifs et la démarche du projet CASA 2040. On va vous présenter un premier film qui introduit la démarche, qui va vous expliquer quelle est cette démarche CASA 2040, le SCOT, le plan climat-air, PCAET et également le plan de mobilité. On va
rappeler les cadres réglementaires avec le planning prévisionnel et une seconde séquence où ça sera les enjeux pour le territoire avec le deuxième film qui vous présentera l'ensemble des enjeux et toutes les thématiques qu'on va aborder ce soir. Les grandes lignes, l'agriculture et la forêt, consommation de l'espace, les risques naturels avec tout ce qui est lié au changement climatique, le développement économique, la transition énergétique, la mobilité et les déplacements. Et une séquence 3, ça sera la parole dans le public avec un temps d'échange et également les personnes qui seraient en visio ce soir avec nous puisqu'on est en visio pour cette réunion. Juste pour les personnes qui sont en visio, le petit mode d'emploi, durant le temps de la présentation, il faut que les micros soient coupés pour permettre qu'on puisse nous échanger et qu'on puisse s'écouter. Durant ce temps d'échange, vous avez deux possibilités. Vous transmettez vos avis ou questions par l'outil qui est conversé, discuté. Donc, il y a une équipe technique qui nous fera remonter vos avis. Sinon, vous pouvez demander à prendre la parole avec la petite main. Vous pourrez poser, mettre un avis grâce à cet outil qui vous permet de lever la main, donc sur l'ordi directement. Juste une petite précision. Cette séance, cette réunion, elle est enregistrée et elle est diffusée sur la chaîne YouTube de la CASA. Voilà. Donc, on va lancer le film. Premier film qui rappelle la démarche CASA 2040. La communauté d'agglomération Sophia Antipolis s'étend de la Méditerranée aux contreforts des Alpes. Composée de 24 communes, elle offre un cadre et une qualité de vie exceptionnelle à ses 180 000 habitants. Avec plus de 2 millions de touristes par an, 80 000 emplois, dont 40 000 concentrés sur Sophia Antipolis, plus grande technopole d'Europe et des espaces naturels remarquables, l'attractivité et le rayonnement international de la CASA ne sont plus à démontrer. Pourtant, pour préserver notre territoire et ses atouts, de nombreux défis sont à relever pour les prochaines années. Il est impératif d'agir face au changement climatique, d'aménager durablement notre territoire et de privilégier de nouvelles mobilités plus vertueuses. Nous devons bâtir ensemble un projet de territoire en répondant à une question essentielle. Quel cadre de vie voulons-nous dans 20 ans ? C'est l'objet du schéma de cohérence territoriale de la communauté d'agglomération CASA 2040. Au-delà du seul aspect réglementaire, pour construire ce projet ambitieux, les élus ont fait le choix d'intégrer dans le projet CASA 2040 le plan climat, air, énergie territoriale et le plan de mobilité. Le projet de territoire, pensé sur 20 ans, s'articule ainsi autour de 3 grands thèmes. L'aménagement de l'espace urbain en matière de logement, de mobilité, d'équipement, de services. Les activités économiques, dont les activités agricoles, commerciales et touristiques. La transition écologique et énergétique par la valorisation des paysages, la gestion économe des espaces naturels, agricoles et forestiers. Habitat, urbanisme, équipement, économie, Sophia Antipolis, commerce, agriculture, mobilité, énergie, environnement, espaces naturels. Chacun des éléments de notre cadre de vie sera abordé dans le projet de territoire, avec une vision globale, transversale et surtout prospective. Pour cela, s'appuyant sur un diagnostic thématique rigoureux et précis, des orientations stratégiques devront être définies afin de déployer un programme d'action sur 20 ans. Pour garantir le succès du projet de territoire CASA 2040, une vision partagée et collective demeure indispensable. Une intense concertation est mise en œuvre en mobilisant les élus, les acteurs socio-économiques, les associations, les organismes publics et surtout les habitants du territoire. Votre participation tout au long de l'élaboration du SCOT est essentielle pour faire émerger un projet qui conciliera les aspirations de tous. CASA 2040 est une démarche innovante, ambitieuse et concertée qui répond aux défis d'un monde qui se transforme. Elle nous offre l'opportunité unique de préserver durablement notre qualité de vie, nos paysages et notre environnement. Il en va de notre responsabilité collective pour les générations futures. CASA 2040,
Imaginons ensemble l'avenir de nos villes et villages. On va poursuivre en rappelant que cette démarche, CASA 2040, Scott PCAET, ne peut pas se faire sans tenir compte d'un certain nombre d'éléments du cadre réglementaire, donc à la fois des lois, qui émanent de nouvelles lois comme la 3DS, qui est la loi relative à la différenciation, décentralisation, déconcentration, tout ce qui est lié à l'action publique, la loi climat et résilience de 2021, la loi de mobilité, l'homme de 2019, également la loi Elan qui porte sur l'évolution du logement et l'aménagement et le numérique. Et bien sûr, on fait aussi état des différents codes, urbanisme, environnement, des transports. Donc ce SCOT, il s'articule, Valent PCAET, à la fois on tient compte de tout ce qui est lié des règlements nationaux. Il y a la loi littorale, la loi montagne, notamment aussi, surtout pour vos territoires que vous habitez, les documents et également les documents interrégionaux et régionaux. Le SRADET, vous avez dû en entendre parler, c'est le schéma régional d'aménagement durable du territoire. Tous les plans de gestion aussi qu'on a aujourd'hui, les PPR inondation, PPR incendie de forêt, éboulement de terrain, tout ce qui est lié au risque. Et ce SCOT, il s'articule bien sûr avec le plan local de l'habitat, le PLH, le plan de mobilité, anciennement PDU, plan de déplacement urbain, et les PLU ou les cartes communales devront être compatibles à ce schéma de SCOT Valent PCAET. Donc vos PLU, après, doivent effectivement être compatibles avec ce schéma qui va être mis en place sur 20 ans, avec les grandes orientations qu'on va pouvoir donner. Et le PLU, bien sûr, découle derrière les autorisations d'urbanisme. Quand vous déposez un permis, quand il y a un permis qui est déposé, il doit être compatible au PLU, à la carte communale, et bien entendu au SCOT. Donc c'est ce qu'on appelle la hiérarchie des normes. C'est un peu de la technique. Par ailleurs, ce SCOT, donc, il s'inscrit dans cette nouvelle démarche sur trois piliers, je l'ai dit depuis le début, le plan climat et énergie, le schéma de cohérence territoriale et le plan de mobilité. Donc, au travers de cette démarche, on va travailler sur diverses thématiques en transversalité. Pour qu'un territoire fonctionne et qu'il y ait un cadre de vie, qu'il y ait de la vie, il faut effectivement pouvoir répondre à différentes thématiques qui peuvent être les thématiques liées au paysage, au cadre de vie, comment mieux vivre sur notre territoire, les mobilités et déplacements, se déplacer pour aller d'un pôle urbain à la montagne, c'est aussi un élément. L'organisation urbaine, les services aux familles, donc c'est lié tout ce qui est lié aux équipements publics, quels sont les besoins aussi des populations. La démographie, question aussi, le territoire, voilà, qu'est-ce qu'on attend, qu'est-ce qu'on veut avoir comme population supplémentaire ou pas, comment on maîtrise aussi les éléments démographiques en lien avec l'offre du logement, tout ce qui est aux énergies renouvelables, au climat, et les activités bien sûr à la fois touristiques mais aussi économiques qui génèrent les emplois sur le territoire. Cette démarche, bien sûr, il y a un planning. Donc, on a déjà travaillé aujourd'hui sur le diagnostic. Vous avez des éléments là qui vous ont été remis sur déjà des chiffres et un diagnostic partagé et argumenté, et avec un certain nombre aussi d'enjeux qui ont été soulevés, qui ont été présentés en bureau communautaire. Et là, on est dans la phase où on a un temps fort qui est la concertation, puisqu'on va dans les communes pour présenter en réunion publique la démarche, là où on en est le diagnostic, et on va aborder de maintenant jusqu'au printemps ce qu'on appelle le PAS, qui est le projet d'aménagement stratégique. Donc ce projet, il va émaner bien sûr de différentes réflexions sur les thématiques que je vous ai présentées tout à l'heure, et on va commencer à mettre en place les enjeux et comment on va percevoir le territoire. Donc, tout au long de cette démarche, on va avoir des réunions publiques qui vont aussi se retrouver au moment où on va aborder le DO, c'est le document d'orientation et objectifs, où là, on va aller plus loin que la stratégie, mais aller sur des orientations et des objectifs. Donc, ça va être entre printemps 2023 à hiver fin 2023, début 2024. Donc, ce qui est important de dire, c'est qu'on a un temps de concertation qui est tout au long de la démarche. Donc,
Ça sera sous forme d'ateliers, des réunions publiques. Donc tout au long de la démarche, il y aura à chaque étape de la concertation publique. Ensuite, sur 2024, on va arrêter la démarche avec une enquête publique. Et bien sûr, tous ces éléments-là seront validés par les services de l'État. Et tout au long d'ailleurs de la démarche, puisqu'on réunit les services de l'État, ce qu'on appelle les personnes publiques associées, avec aussi des associations, pour échanger tout au long de la démarche sur les documents. Donc on a des échanges systématiques avec eux. On va aborder les grands enjeux pour le territoire. Donc le deuxième film qui peut être lancé, qui va vous énoncer les enjeux de ce territoire. Fin 2022, l'élaboration du projet de territoire CASA 2040 franchit un nouveau palier. Un diagnostic a identifié des enjeux essentiels pour l'avenir de notre territoire. Attractivité économique, espace naturel, Sophia Antipolis, changement climatique, innovation, transition énergétique, aménagement de l'espace, déplacement, équipement, activité commerciale, habitat, ressources. Ce sont autant d'atouts qu'il convient de valoriser et conforter pour préserver notre cadre et notre qualité de vie pour les 20 prochaines années. Les grands enjeux de CASA 2040 s'articulent donc autour de 3 axes de développement. Le premier axe concerne la préservation d'un territoire riche de sa diversité et de son dynamisme économique. Le territoire de la CASA se décompose en 3 secteurs. Le littoral, interface entre la terre et la mer, avec 30 km de côte. Le moyen pays, avec la technopole de Sophia Antipolis et les villages alentours. Le haut pays et ses villages perchés intégrés dans le parc naturel des Préalpes d'Azur. Pour garantir notre attractivité, notamment touristique, il est essentiel de valoriser et conserver cette richesse paysagère et identitaire. Avec 40 000 emplois, Sophia Antipolis, première technopole d'Europe, demeure le poumon économique du territoire. Fortement génératrice d'emplois, son évolution est stratégique pour les prochaines années, afin de maintenir un cadre de vie de qualité pour ses usagers. Il existe 10 300 établissements commerciaux, artisanaux et de services sur la CASA. Centre-ville attractif, forte densité commerciale, nombreux marchés, la dynamique économique est à consolider, tout en veillant à l'équilibre entre la répartition des commerces et les besoins. On dénombre 7000 hectares de terres agricoles sur la CASA, avec des productions très présentes, variées et certaines de renommée internationale. Il s'agira donc de préserver ces espaces agricoles et de renforcer l'autonomie alimentaire et les circuits courts. Le deuxième axe est directement lié au changement climatique et à la transition énergétique qu'il faut impérativement anticiper. De la mer au sommet montagneux, avec près de 83% d'espace naturel, la CASA propose une exceptionnelle diversité de milieux et d'espèces. Tout l'enjeu réside dans la diminution de l'impact de l'homme sur ces milieux naturels. La plupart de nos communes sont concernées par des risques naturels. Inondations, incendies, mouvements de terrain, submersion marine, séismes. Et le changement climatique ne fait que les amplifier. Pour la CASA, il est impératif de réduire la vulnérabilité à ces risques, mais aussi d'anticiper les conséquences du changement climatique, notamment les tensions sur les réserves en eau. De même, la CASA entend jouer un rôle moteur en matière de transition énergétique. Le potentiel de réduction des consommations énergétiques est d'environ 32%. Les enjeux portent aussi sur le développement des énergies renouvelables ou la baisse des émissions de gaz à effet de serre au profit de la qualité de l'air. Le troisième axe concerne un aménagement raisonné du territoire, soutenu par des solutions de mobilité vertueuses. Conséquence de la forte attractivité de la CASA, l'enjeu est donc de maîtriser la consommation foncière en limitant l'artificialisation des sols ou en aménageant en priorité des espaces déjà urbanisés. Il s'agit aussi d'apporter une réponse de logement adaptée à tous les ménages actuels et à venir.
À l'instar des programmes immobiliers développés au sein de la Technopole, la production de logements devra donc privilégier la proximité des zones d'emploi et des transports en commun. La CASA dispose d'équipements culturels, sportifs, universitaires et de santé, avec une répartition cohérente de centralités de proximité regroupant services et commerces. Toutefois, le tissu commercial favorise encore trop souvent les déplacements automobiles. Ainsi, l'usage de la voiture, souvent lié à l'éloignement du domicile et du travail, provoque des congestions sur le réseau routier, en particulier aux heures de pointe. Le développement d'alternatives doit se poursuivre avec les transports en commun, le vélo ou la marche pour les déplacements courts par exemple. L'enjeu est de garantir à tous une mobilité du quotidien. Fin 2022, ces grands enjeux sont soumis à l'ensemble des acteurs et habitants du territoire dans le cadre d'une large concertation souhaitée par les élus. Des réunions publiques sectorisées vont permettre à chacun de s'exprimer. Ces grands enjeux, enrichis de votre vision et de vos attentes, serviront de socle pour les orientations stratégiques du projet de territoire CASA 2040 qui sera présenté courant 2023. Votre avis a dès maintenant toute son importance. CASA 2040 est une démarche innovante, ambitieuse et concertée qui répond aux défis d'un monde qui se transforme. Il en va de notre responsabilité collective pour les générations futures. CASA 2040, imaginons ensemble l'avenir de nos villes et villages. On poursuit. Le territoire de la CASA est un territoire avec une morphologie physique très différenciée. À la fois le littoral, donc on a plusieurs entités, littoral, moyen pays et haut pays. Ça regroupe 24 communes, 180 000 habitants. On passe donc du littoral à une altitude de 1778 mètres d'altitude, le Chéron sur la commune de Gréolières. On a 30 km de côte littorale, donc c'est un territoire important, avec une croissance de population entre 2013 et 2019, 0,21% par an. Donc on a une population, une croissance qui était relativement stable pendant ces dernières années, et donc une faible croissance de la population. Une des thématiques importantes également pour le territoire, c'est l'agriculture et la forêt. On est sur une filière qui est importante, qui est relativement où il y a une diversité aussi importante de la filière agricole, puisqu'on retrouve par rapport au nombre d'agriculteurs par filière, essentiellement des horticulteurs, les horticulteurs qui sont plus situés sur le littoral. Et on voit également beaucoup d'éleveurs, les éleveurs de viande et du maraîchage, et des éleveurs également équins qu'on retrouve sur le territoire. Donc une diversifiée agricole importante. On sait qu'il y a bien sûr la difficulté qu'il y a sur ce territoire, c'est qu'on a une forte pression de l'urbanisation. On a des reprises qui se font difficilement par des exploitants agricoles, donc la relève est difficilement assurée. Et on a quand même aujourd'hui relaté qu'il y a beaucoup d'agriculteurs qui se tournent aussi vers le bio. La gestion de la forêt est importante. Une véritable vocation économique, environnementale et sociale. Donc c'est une source de matières aussi premières localement. Et on a tendance en faveur de l'agriculture biologique, c'est mis 2 fois, mais donc c'est ce qui est un peu ressorti du diagnostic. Aujourd'hui, l'enjeu il est important de dire que comment préserver l'identité agricole sur le territoire. Donc on cherche à aller sur des économies durables, on parle aussi d'avoir de l'agriculture pour pouvoir servir les écoles, comment faire de l'agriculture au niveau local. Donc c'est une vraie économie sur laquelle il y a une vraie réflexion à avoir. Important, le chiffre a été dit tout à l'heure aussi dans le film, 7000 hectares occupés par l'agriculture. Donc ça correspond à peu près à 15% sur le territoire de la CASA. Et on relate 309 agriculteurs. Un autre enjeu, c'est la consommation foncière de l'espace. Donc on voulait rappeler les éléments du SCOT de 2008.
pour lequel le bilan, on était en 2008 sur 16 communes, aujourd'hui on est 24 communes, et le bilan a révélé que sur cette période-là, du SCOT de 2008, on a diminué les zones urbaines qui étaient inscrites donc en zone U, moins 573 hectares, et les zones à urbaniser, moins 173 hectares. Donc on a diminué à l'époque déjà le nombre d'hectares de zones à urbaniser. Et également, par contre, on a augmenté les zones naturelles de 509 hectares et les zones agricoles de 229 hectares. Donc l'agriculture, déjà à cette époque-là, avait aussi une potentialité et une action forte pour le territoire. Aujourd'hui, sur les 24 communes, le diagnostic comptabilise en 2020 8170 hectares urbanisés, qui comprend tout ce qui est habitat, activités économiques, routes, et 40 440 hectares en espace naturel, forestier, agricole, agriculture, 7000 hectares. Donc on remarque qu'on a à peu près 83% du territoire qui sont donc occupés en espace naturel, forestier et agricole, ce qui est important pour le territoire. On a effectivement, comme on voyait tout à l'heure, l'entité littorale où c'est très consommé et on a effectivement une densité forte, mais plus on monte sur le moyen et au pays, évidemment, on a des espaces beaucoup plus libres et beaucoup plus naturels. La consommation foncière, donc, elle s'élève à 463 hectares entre 2010 et 2020. Donc, quand on fait un calcul, on a moins de 6% des surfaces qui sont urbanisées et environ 1% des surfaces naturelles, forestières et agricoles en consommation foncière. L'enjeu important, c'est lié à la vulnérabilité des risques sur notre territoire, puisque avec le changement climatique, on a de plus en plus des risques qui apparaissent souvent et plus violents, notamment le risque inondation. Malheureusement, on a connu ces derniers temps des épisodes importants. La pression sur les milieux, les ressources, donc c'est tout ce qui va être lié également les pressions qu'on va avoir sur les problématiques de l'eau. Les impacts aussi sur tout ce qui est les espèces invasives, notre santé, la qualité de l'air, des îlots de chaleur. On a une augmentation qui a été remarquée donc, depuis les températures qui ont des plus 0,3% par décennie depuis 1960 à 2019. Et aujourd'hui, on a plus 1,8% sur la période 1960 à 2019. Donc on voit bien que tous ces éléments-là récents, que ce soit les problèmes d'eau violente ou les récentes sécheresses, on a à avoir à travailler sur cette problématique-là liées au changement climatique. Donc ces fréquences, ces intensités sont importantes et comment essayer de réduire ces éléments-là, enfin en tout cas s'en protéger. Donc 238 km de linéaire de cours d'eau, c'est les chiffres, et 36% de milieux naturels forestiers. La thématique importante, c'est qu'on est sur un territoire très dynamique, avec un véritable développement économique, notamment lié aussi avec la présence de la technopole Sophia Antipolis, 80 000 emplois, dont 40 000 emplois sur Sophia. Mais on a quand même une économie diversifiée avec une partie de commerce, transport, services qui représente 61%, et tout ce qui est administration, enseignement, santé, activité sociale, 24,8%. Après, les autres types d'activités sont moindres, comme l'agriculture, activité de construction et industrie. Le tourisme, qui est très important, un tourisme de 2 millions de touristes par an, qui représente soit à peu près 19% des gens qui viennent sur la Côte d'Azur. Et ça génère 12 570 emplois, le tourisme. Donc ces éléments-là font aussi que pour pouvoir, on a de l'emploi, on a de l'économie, mais on a aussi des personnes à loger, donc on a aussi des besoins de production de logements. Et ces logements, comment les positionner est-ce qu'il ne faut pas les rapprocher davantage des zones d'emploi, des zones d'activité, voilà, plutôt que d'aller faire des logements éloignés et qui poseront problème de toute façon à terme, et ce qui pose déjà problème lié au déplacement et de mobilité.
Les zones d'activité économique, bon, je passe, mais on a 16 zones d'activité économique sur le territoire et il y en a 11 sur le territoire de Sophia Antipolis. La transition énergétique est un élément aussi très important sur notre secteur, puisqu'aujourd'hui, on a des consommations et des émissions de polluants qui ne sont pas négligeables et qui sont essentiellement liées au transport et au bâtiment. 43% de consommation d'énergie qui est liée au transport. Et on a donc 1197 gigawatts-heure de potentiel de réduction de consommation d'énergie. On produit 4,4% d'énergie et l'objectif sur 2030, c'est 30%. Donc la part d'énergie renouvelable dans la consommation en gigawatts, on voit bien qu'on a une consommation d'énergie importante, mais qu'on a quand même aussi du potentiel de production qui pourra se faire dans les prochaines années, essentiellement s'orienter sur les déchets, sur le solaire. Donc c'est toutes ces énergies-là qu'il va falloir réfléchir, sur lesquelles on va pouvoir développer le territoire pour baisser notre consommation. On échangera après dans la salle. La mobilité, qui est très importante sur le territoire. On a des modes de déplacement selon les distances qui se réduisent ou qui sont plus importants suivant le nombre de kilomètres que l'on fait. Donc à la fois, c'est des déplacements voitures qui sont les plus importants, qui représentent 70%, 61% de déplacements des habitants, notamment qui vont de leur domicile à leur travail, qui se fait en voiture sur le territoire. On a un phénomène qui est accentué aussi par les réseaux routiers viaires qui sont liés qui sont étroits, difficiles, liés à la topographie, donc que ce soit à la fois aussi en termes de dimensionnement. Par contre, on a une mobilité qui se fait en termes de déplacement collectif, avec Envibus, où nous avons 22 lignes régulières, 63 lignes scolaires et 9 millions de voyageurs sur le réseau Envibus. Donc l'objectif, ça aussi, c'est comment remédier aux problématiques de mobilité du quotidien. Et pour vous, sur le Haut-Pays aussi, c'est un enjeu important. Donc on a fait une petite slide un peu qui va vous permettre de réagir aussi par rapport aux enjeux qui sont plus liés au Haut-Pays. Aujourd'hui, on a des villages avec une certaine identité, un patrimoine du paysage, des espaces naturels. Donc la question, c'est comment conserver cette identité, l'identité de votre territoire, de vos villages. On a des espaces de nature à la fois où on a de la biodiversité. Il faut gérer les risques aussi, des risques que vous vivez qui peuvent être les risques incendies, les risques de mouvement de terrain, du séisme. On n'a pas de séisme encore, mais on ne sait jamais. Ça peut. Mais comment préserver l'ensemble de ces espaces et les faire vivre ensemble avec les populations qui habitent. On est sur aussi du développement de tourisme par chez vous, et notamment du tourisme vert. Il y a beaucoup de personnes, des touristes qui viennent pour faire la randonnée, pour faire des activités liées à la moyenne et la moyenne montagne. Comment pouvoir concilier l'ensemble de ces développements avec l'accès, les problèmes d'accès, de stationnement qu'on retrouve sur certains sites qui sont très fréquentés. Et également, je veux juste aborder aussi Gréolières-les-Neiges, qui est aussi un site de montagne, de station. Comment réfléchir aussi à son développement, en tout cas pouvoir garder l'activité de montagne, et que ce soit hivernale ou estivale. Au niveau agricole, comment inverser la tendance à la déprise agricole qu'on constate sur le Haut-Pays. Donc il faut aller vers une reprise agricole, essayer en tout cas. C'est des vraies questions. Favoriser l'usage des modes actifs sur les itinéraires et axes paysagers remarquables. Donc ça aussi, c'est lié au déplacement et comment privilégier ces itinéraires
qui existent déjà, hein, les renforcer ou en tout cas les préserver. Et également les offres de transport adaptées à la faible densité du territoire. Comment renforcer les éléments de connexion pour vous, les fréquences les fréquences des bus ou des minibus qui existent, et la fréquentation aussi. Bon, comment vous déplacez, pouvoir vous déplacer sur votre territoire, malgré qu'il y ait une faible densité sur ce territoire-là. Donc, c'est ce qui est un peu complexe. Et améliorer les connexions, bien sûr, de déplacement avec les territoires voisins, comme Grasse, côté Grasse, il y en a qui vivent plus avec le pays grassois, et l'autre côté avec plus la métropole niçoise, NCA, et se déplacer confortablement sans mettre trop d'heures pour aller d'un point à l'autre. La démarche, elle a voulu être aussi collective, et donc dans une phase de concertation. Donc aujourd'hui, l'objectif, c'est, comme je vous disais, c'est qu'on arrive dans la deuxième phase à définir le projet d'aménagement stratégique. Donc la phase de concertation auprès des conseillers municipaux, c'est maintenant. Elle se fait, il y a certaines communes qui présentent la démarche en conseil municipal, et il y a aussi la concertation avec le grand public. Donc c'est la réunion que nous avons ce soir. Donc un certain nombre de réunions ont déjà eu lieu. Antibes, La Colle-sur-Loup, Valbonne. Aujourd'hui, on est à Pont-du-Loup. Ensuite, on va demain, ça sera Villeneuve-Loubet. Il y a une réunion à Coursegoule le 5 décembre. Il y a 2 autres réunions qui se sont greffées, qui est Valoris le 9 décembre et Cossol le 20 décembre. Donc, la démarche, elle s'est voulue donc être une démarche aussi citoyenne. Donc, on souhaite que les gens y contribuent vraiment au projet, donc par le biais de réunions publiques, de concertations, ou qui vont avoir différents types de formes, qui peut être aussi par la suite des ateliers. Et également un questionnaire qui va être envoyé auprès des citoyens à partir du 28 novembre jusqu'au 15 janvier. Donc ce questionnaire, il y a une méthode particulière pour participer. Il faut adresser par courrier. Il vous sera adressé par courrier avec un code aléatoire et anonyme. Donc vous avez 3 possibilités. Soit vous allez pouvoir répondre par la poste directement à la CASA, soit vous déposez à la mairie de votre commune ce questionnaire, soit à partir du code que vous allez recevoir, vous allez remplir le questionnaire sur la plateforme de démocratie participative de la CASA. Donc vous avez le site après qui sera inscrit, sur lequel vous pourrez répondre à partir du code. Voilà, c'est les grandes lignes de cette démarche et de cette deuxième phase qu'on va commencer à amorcer, qui est le PASS. Donc l'objectif, c'est qu'il y ait un échange avec la salle et qu'on puisse ensemble échanger avec les élus ici présents. L'intervention en visio, donc on a dit un petit peu comment ça se passait. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de personnes en visio. On a beaucoup de monde en visio ? 9, d'accord. Donc je vais laisser la parole à Monsieur Mel pour qu'on puisse échanger. Oui. D'abord, je voudrais accueillir Emmanuel Delmotte, maire de Châteauneuf. Sur les questions agricoles, il est incollable. C'est lui qui va pouvoir répondre si vraiment il y a des questions agricoles, parce que c'est le champion du monde. Ouais. Et je voulais aussi, j'ai oublié tout à l'heure, remercier les adjoints et toute l'équipe de Cossol qui sont avec nous et qui ont préféré rester là-haut. Alors, premier, deuxième, troisième adjoint, tout le monde est là. Donc, merci d'être là. Le maire est au congrès des maires, donc il n'a pas pu se joindre à nous, mais il est avec nous dans la pensée, et il n'y a pas de souci pour ça. Donc, voilà, je ne sais pas ce que vous en avez tiré. Est-ce qu'il vous vient des questions, je dirais, naturelles ? Quelle est l'approche que vous avez de cette réunion publique ? Comment ressentez-vous cette réunion, et surtout, qu'est-ce qui vous pose question sur l'avenir de notre environnement ? Alors, je le répète, on ne parle pas des PLU, on n'est pas là en train de parler de parcelles constructibles, on parle d'enjeux territoriaux. Donc voilà, les questions sont beaucoup plus larges. Effectivement, on peut habiter Cossol
et travailler à Sofia. On peut aussi se déplacer en vélo, on peut aussi avoir voilà, des activités diverses. Et donc, le territoire, il est à nous tous. Et c'est ensemble que nous allons co-construire jusqu'en 2040. Donc, il y a une question. C'est toujours la première qui est difficile. Après, ça se déclenche. Une question. Allez, Emmanuel Boissier. Oui, donc Emmanuel Boissier, la commune de Gourdon. Je voudrais savoir comment vous expliquez le niveau quasiment plat de la croissance démographique et la pression de l'urbanisme dont vous parlez et ce que nous, on voit régulièrement, c'est-à-dire énormément de constructions à droite à gauche. La question, c'est la perception Oui, de la comment ça se fait que d'un côté, On a l'impression qu'on construit à tout va, et de notre côté, on s'aperçoit que globalement, à 0,2%, ça reste assez faible oui, en construction nouvelle. alors. Cécile. Bah déjà, on a des flux aussi de personnes qui ont ce qu'on appelle la résidentialisation, qui partent d'un logement à un autre, donc petit logement, et qui vont aller, là c'est la résidentialisation de l'habitat, qui vont aller dans un plus grand logement. Donc c'est des gens qui habitent déjà sur place, qui vont aller habiter sur d'autres logements beaucoup plus grands. Et après, on peut expliquer ça. Alors moi, je ne vais pas trop vraiment l'expliquer, hein. C'est un peu les statistiques. C'est aussi le fait qu'il y ait... on a aussi beaucoup de constructions. Quand on voit des constructions, on a derrière aussi des personnes de la résidence secondaire. Donc ça s'explique aussi par ces éléments-là. Après, on a aussi l'obligation, pour les communes de 3500 habitants et plus, d'avoir du logement social. Donc les communes qui en étaient complètement dépourvues, et je pense au Rouret, à Roquefort, à Tourette, enfin toutes ces communes qui doivent répondre à des obligations réglementaires, qui sont pénalisées d'ailleurs fortement si elles ne relèvent pas le défi. Il se trouve qu'on a une impression de constructibilité qui est importante. Mais c'est vrai que quand on voit par exemple des logements, bon, je pense que tu y passes tous les jours, donc tu fais peut-être allusion au Rouret, on s'aperçoit qu'il y a effectivement de la constructibilité, mais quand on regarde le pourcentage de logements par rapport à une dimension comme la communauté d'agglomération, ça ne représente quasiment rien. Donc voilà, la réponse, elle est que le territoire est tellement grand, la densité est tellement forte aujourd'hui, que la construction peut apparaître importante, mais malgré tout, le pourcentage reste assez faible. Et Manu. Oui, il y a aussi un phénomène, parce que nous, on est une commune qui a dépassé le cap des 3005. Et dans les constructibilités aussi, on s'est aperçu que depuis une quinzaine d'années, pour un foyer, des fois, on construit 2 logements dans la durée de vie du couple et les séparations, les choses comme ça. Et on se retrouve à avoir la même population et un décloisonnement d'habitat. Moi, je le vois sur la route de ma commune. Il y a des gens qui ont demandé des logements au début, il y a une quinzaine d'années, et qui maintenant en demandent 2, quoi. Et bon, on lutte tous contre les logements vacants. Il y a une grosse pression qui est faite dans toutes les communes pour lutter contre les logements vacants. Et on a tous, ou presque, augmenté les résidences secondaires, taxées, pour essayer d'avoir plutôt des actifs. Mais il faut savoir que la loi est aussi mal faite, la loi SRU, parce que des fois, il te vaut mieux avoir des résidences secondaires que des résidences principales. Puisqu'en gros, tu es taxé, tu es imposé sur le nombre de résidences principales. Si tu construis un équipement et que tu imposes 30 ou 40% de logements sociaux, si les 60% c'est des résidences principales, ils consomment aussi du pourcentage de logements sociaux. Si les 60% c'est des résidences secondaires, ils t'aggravent pas. Donc il y a des effets pervers. Oui, je préciserai au niveau de l'urbanisation, bien sûr, on n'est pas tous lotis à la même enseigne.
plus il y a de la densité sur le littoral, plus il y a des populations et plus il y a une obligation de réaliser du logement social. Je rappelle que c'est une loi, la loi SRU, Solidarité et Renouvellement Urbain, qui remonte aux années 2000, donc ce n'est pas d'aujourd'hui. Je précise que c'est une obligation d'intérêt public, parce que si je vous dis que 75% de la population française est éligible au logement social, ça peut peut-être étonner, mais c'est pourtant une réalité, et qu'ensuite, bien évidemment, c'est une loi qui est descendue verticalement et qui s'est appliquée sur le territoire national de manière indifférenciée. On s'est rendu compte, bien sûr, que dans le Limousin, il y avait, ou du côté d'Aurillac, il y avait peut-être une aberration que d'imposer 25% de logements sociaux, à tel point que c'est les agents immobiliers qui essayaient de remplir ces logements. En revanche, chez nous, ils n'ont pas le temps d'être construits, et même avant leur construction, il y a déjà des demandes et des demandes pressantes pour y accéder. Donc on voit que toutes les communes qui sont soumises, ce qu'on a tous regretté, les maires l'ont toujours regretté, c'est qu'il n'y ait pas un échelonnement dans la mise en application de cette loi, c'est-à-dire qu'on commence avec 5%, puis 10%. Là, on nous dit verticalement, c'est 25%, et si vous êtes carencé, ça sera 30%. Donc ça rajoute encore une accélération du processus. Après, quand on regarde nos villages anciens, si je prends, et je prendrai des exemples, Valbonne, Bar-sur-Loup, Tourette et tous les villages de Provence, il y a une densité d'occupation des sols qui est à 1 point, c'est-à-dire c'est 1 pour 1 mètre carré de construction. Donc on voit bien que nos villages anciens qui étaient groupés, qui étaient resserrés, qui étaient dans l'idée du blottissement, c'est ce que la loi essaie de reconstituer aujourd'hui, c'est-à-dire supprimer l'étalement, ralentir, voire arrêter complètement l'étalement urbain, qu'on connaît tous, on vit tous pratiquement dans des secteurs à villas, entourés d'oliviers, et puis pour les plus riches avec une piscine, pourquoi pas. Et aujourd'hui, l'État dit, arrêtons de consommer l'espace, il faut penser aux générations futures. Donc on se recentralise et on construit la ville de demain sur le centre-bourg ou sur la ville existante, c'est-à-dire soit par démolition ou reconstruction, soit en occupant des friches. Donc ça donne une impression évidemment d'accélération du développement du logement social, mais nous avions tellement de retard qu'il est nécessaire de le combler. Alors ça peut effrayer, mais c'est toujours pareil, c'est l'habitat des autres qui effraie. C'est-à-dire qu'on se dit pour soi-même, je suis installé, j'ai la vue, on vit ça tous dans nos communes, j'ai la vue, j'ai du soleil, j'ai pas de bruit. Quand arrive quelqu'un à côté, c'est dérangeant. Et là, j'en reviens à la démographie. Moi, quand j'allais en cours, j'apprenais que nous étions 45 millions d'habitants. Aujourd'hui, on est presque 70 millions. Et si je le rapporte à la planète, alors là, on était... il y a un siècle, en 1850, on était 1 milliard sur la planète. Aujourd'hui, on flirte avec les 8 milliards. Donc, il faut bien qu'on s'attende à supporter et à admettre qu'il y a de la place pour tous, et y compris surtout pour les nouvelles générations. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu, mais c'est pour dresser un tableau général et bien prendre conscience que nous sommes dans un intérêt public majeur, défini, déterminé par des lois d'État. Juste, je vais laisser la parole à Frédéric Pomat, mais c'est vrai que la loi aujourd'hui nous amène vers la zéro artificialisation nette, c'est-à-dire ce que disait Gérald, on construit la ville sur la ville, et donc aujourd'hui, ça va commencer par 50% et après du 0%, c'est-à-dire que quand on va construire 1 mètre carré, si on le construit en zone naturelle, on sera obligé de libérer ce mètre carré d'une zone et on déconstruira pour rendre à la nature ce mètre carré qui a été perdu. Donc on s'amène petit à petit à la zéro artificialisation nette. 50% aujourd'hui, ça veut dire 0,51. La prochaine fois, c'est 1 pour 1. Frédéric. Oui, juste pour donner un élément de réponse à Emmanuel, sur la commune, on a plus de 30% des habitations qui sont des résidences secondaires. Et dans les demandes de permis de construire, il y a énormément de résidences secondaires. Donc ça peut expliquer ce delta entre cette faible démographie et puis ce taux de construction élevé. Est-ce que vous ne pensez pas également que le littoral est devenu trop cher et que du coup les gens viennent s'installer dans le moyen ou le haut pays? Il y a plusieurs... la réponse est multifacteur. Il y a évidemment le coût de l'habitat sur le littoral. Il y a l'effet Covid. Il y a un désir de nature
qui rendent nos villages, oui, cet effet nature rend nos villages attrayants. Il y a beaucoup de populations qui ont envie de vivre dans des espaces moins urbanisés. Donc il y a aujourd'hui, et puis il y a le numérique, le développement du numérique qui ramène vers, et là je pense au PNR, qui ramène vers nos villages, mais surtout vers les villages du haut pays, voire du parc naturel des Préalpes d'Azur, qui ramènent des populations, puisqu'aujourd'hui on peut travailler à distance. Donc il y a là multifacteur qui fait que, c'est multifactoriel qui fait qu'aujourd'hui il y a des mouvements et des rotations de population qui s'exercent sur le territoire, pas seulement sur le territoire des Alpes-Maritimes, pas seulement sur le territoire de la CASA, mais sur le territoire national. Et je ne suis pas sûr que le mètre carré à Tourette-sur-Loup soit moins cher que le mètre carré à Antibes. Une autre question. Oui. Delphine, André, vas-y. Oui, à propos des résidences secondaires, c'est a priori un des problèmes de la côte. Peut-être pas que de la côte, mais surtout de la côte. Est-ce que vous avez les chiffres commune par commune j'ai entendu Poma qui disait 30% sur Tourette. Est-ce que vous avez ces chiffres-là commune par commune sur l'ensemble de la CASA? Et puis, qu'est-ce qu'on fait pour tenter de limiter cet impact? Plutôt que de construire, remplissons d'abord ce qui existe. Voilà un petit peu quelle est l'idée, quoi. On a, pour tout vous dire, c'est 30% de résidences secondaires en 2018. Le chiffre, c'est global sur l'ensemble du territoire. On a environ 30% de résidences secondaires. Ça, c'est les chiffres de 2018. Et après, par commune, on a effectivement, on pourra avoir et on pourra remettre sur le site internet. Après, vous pouvez aller sur le site CASA 2040. Et on va avoir un certain nombre de chiffres et d'éléments qu'on va pouvoir vous communiquer. Mais on a des éléments. Pour préciser, par commune. Voilà, pour le Rouret, c'est 30 à Tourette. C'est un village apprécié avec des beaux quartiers, des magnifiques villas. C'est 20% au Rouret. Qu'est-ce qu'on fait? La seule alternative que nous avons possible, c'est d'augmenter le taux d'imposition. C'est ce qui est permis aujourd'hui, c'est-à-dire on a le droit de surtaxer la résidence secondaire. Pourquoi les maires ne se sont pas emparés totalement de cette solution-là? C'est qu'à chaque fois qu'on fait tomber une résidence secondaire, eh bien, on a un tiers de logement social en plus à réaliser. Donc on est pris dans des injonctions un peu contradictoires. Si on réduit la voilure en termes de résidences secondaires, qui deviennent des résidences principales, c'est autant de logements sociaux que l'on va devoir réaliser. Donc vous voyez, le mécanisme est intelligent et en même temps, il est fait pour obliger à construire du logement pour les actifs, pour les populations jeunes, et voire pour les populations âgées, voire pour la dislocation familiale qui s'exerce de plus en plus dans notre société, qui demande aujourd'hui non pas un logement familial, mais plusieurs logements, parce qu'il y a des familles monoparentales qui sont de plus en plus nombreuses. Après, il y a un autre phénomène. On est dans un département riche. Ça veut dire que même la surtaxe ne décourage pas la personne qui a une résidence secondaire. C'est pas le delta supplémentaire de quelques pourcentages d'impôt local qui va faire changer de vie la personne qui a une résidence secondaire. Delphine. Oui, moi j'avais une petite question parce que là, on fait un peu un bilan, on fait un peu un état. On a eu 20 ans pour faire le bilan de la loi SRU. Le Rouret notamment, Roquefort, ça construit beaucoup, donc ça fait des centres de village pour recentrer les logements. Mais là, on a l'impression qu'on répond un peu à une vieille problématique. Une fois qu'on aura construit tout ça, qu'on aura logé toutes ces personnes, vu qu'il n'y a pas une démographie qui paraît impressionnante, c'est quoi le projet qu'on pourrait avoir pour les 20 prochaines années? Parce que finalement, répondre à ce besoin de logement-là, il répond à un besoin qu'on a depuis 20 ans. Et est-ce qu'une fois qu'on aura fait tout ça et qu'on aura construit tout ça, on n'aura pas répondu à la demande et aux besoins? Donc, quelle est la prochaine étape en termes de logement qu'on pourrait se mettre au niveau de la CASA? Si on pense avoir tout rempli. La réponse se situe dans la loi 3DS, différenciation, déconcentration et je ne sais plus quel est décentralisation. En fait, ça veut dire que normalement, l'État va mettre à disposition des élus des modèles qui seront adaptés au territoire. Je laisse ça dans la parole de l'État. Aujourd'hui, cette décentralisation, dans la réalité, ne s'effectue pas. Donc, je vous avoue que nous avons des élus nationaux qui se suivent les uns derrière les autres. Je parle des chefs d'État et tous, qu'ils soient de droite comme de gauche, ont répété le même totem, c'est-à-dire cette loi SRU qui fait nous sommes contraints
de répondre à la loi. Et qu'est-ce qu'on fera dans 20 ans? Celui qui peut le dire aujourd'hui, j'ai envie de dire, il est devin, il est très fort. On est obligé d'imaginer et de mettre en perspective, de dessiner des prospectives, mais ce qui est en train de se produire et ce grand basculement ne nous détermine pas la réalité d'un avenir. Moi, à 1 an ou à 2 ans près, je ne sais pas dire de quoi sera fait le monde de demain. Désolé. Pour compléter ce que dit Gérald, sur la commune de Tourette, on a péniblement une petite trentaine de logements sociaux. L'objectif de la loi SRU, c'est 460. Donc il me faudra 50 ans pour arriver à ce chiffre-là. Sans compter, pardon, Manu, sans compter les enjeux géologiques que nous avons sur ces communes, c'est-à-dire que Tourette-sur-Loup, par exemple, c'est l'exemple type où 70% de la commune, même 80%, est absolument inconstructible. Risque géologique, glissement de terrain, loi montagne, site classé, enfin, toute une myriade d'enjeux et de contraintes qui vont complètement à l'encontre du potentiel de constructibilité qu'on demande à la commune. Donc si à un moment donné, il n'y a pas une règle de fond qui va tenir compte des enjeux territoriaux, on ne s'en sortira pas. Et la problématique aussi dans ce département, et il est assez spécifique, c'est que 20% du territoire est 20% du territoire est occupé par 80% de la population. Ça veut dire que toutes les communes de plus de 3500 habitants sont situées sur le littoral. Donc à partir de là, quand cette grande, je dirais, ce grand nombre de communes doit répondre à des obligations. En Ardèche, quand il n'y a qu'une seule commune avec une sous-préfecture qui répond à la loi SRU, ça va donner une petite densité autour de la préfecture et de la sous-préfecture, et tous les autres, ce sont des communes de moins de 500 habitants. Nous, dans les Alpes-Maritimes, sur 20% du territoire, sur 163 communes, on doit avoir au moins une centaine de communes qui doivent répondre à cet enjeu-là. Donc, à un moment donné, on ne s'en sort plus. Et donc, il n'y a pas une volonté, c'est toi qui le disais un jour, une volonté, je dirais, de l'État de créer une dimension égalitaire sur tout le territoire, crée naturellement une inégalité parce que les territoires sont différents. Manu. Je vais essayer de vous donner un peu d'espoir sur la réflexion qui est menée sur le transfert de l'habitat. En gros, c'est construire pour un certain temps pour d'autres usages. On s'aperçoit que dans une vie, on essaye de favoriser un parcours de l'habitat. En gros, les gens qui, je vais synthétiser, hein, quand on est jeune, étudiant, on veut habiter en ville. Dès qu'on a des enfants, on veut une maison individuelle. On est prêt à faire des kilomètres pour s'étendre. Et dès qu'on prend de l'âge, on veut retourner vers les services. Donc ce parcours de l'habitat, c'est en train de se construire sur des offres de services, de propositions de logement, de coworking, de co-logement. Mais il y a aussi une réflexion dans l'habitat lui-même qu'on construit. Nous, on a répondu à un appel à projet à titre de la CASA pour la commune de Châteauneuf sur un appel à manifestation d'intérêt sur le logement réversible. C'est-à-dire être capable de construire un logement qui demain peut faire une salle des fêtes, qui peut demain être une maison médicale, qui n'est pas forcément destinée à que du logement. C'est des réflexions qui sont en cours. Oui, bonsoir messieurs, et merci d'être là. Je voulais poser une question qui peut sembler naïve ou béotienne, mais à la vérité, quelle est la portée de cette consultation? Quel est son avenir? En quoi est-elle effective? En quoi elle conditionne quoi que ce soit? Bref, qu'adviendra-t-il de cette consultation une fois qu'elle sera achevée? Je vous remercie. Dans l'absolu, la consultation qui est là aujourd'hui, ce sont les prémices d'une réflexion de fond que nous devons mettre en œuvre et savoir comment nous allons co-construire notre avenir pendant les 20 prochaines années. C'est ça l'objectif. Alors, rien n'est simple, hein, on n'a pas les réponses. Hein. C'est un travail de fond qu'on doit faire tout ensemble, essayer d'apporter la meilleure réponse possible à une question, je dirais, qui est extrêmement complexe. Donc, effectivement, le premier schéma de cohérence territoriale ne répondait que partiellement à ce qui se passe aujourd'hui. Ce qui se passe aujourd'hui, nous ne l'avions pas prévu, je dirais quasiment, il y a 20 ans, en 2008. Donc aujourd'hui, on se réadapte un petit peu comme les PLU dans les communes, c'est-à-dire que
chaque fois, tous les 15 ans, on revoit le plan d'occupation des sols ou le plan local de l'urbanisme en se disant, bon, mais maintenant qu'on en est là, qu'est-ce qu'on fait? Et là, c'est un petit peu pareil. C'est maintenant qu'on en est là, qu'on avait envisagé un taux de constructibilité à 0,8 à l'époque, on s'aperçoit qu'on est à 0,2. Donc on se dit, tiens, pourquoi on avait envisagé du 0,8 alors qu'on est sur du 0,2? Comment on doit répondre aujourd'hui? Le zéro artificialisation nette n'existait pas. Ça veut dire on pouvait, d'une certaine façon, étendre la constructibilité. Aujourd'hui, on est obligé de la ramasser, de la ramener sur des habitats construits, donc à détruire, à reconstruire, pour préserver la nature. Nous n'avions pas non plus cette dimension qui est prégnante du réchauffement et du dérèglement climatique. Qu'est-ce qu'on fait avec l'eau? Comment on doit réagir? Quelle est notre typologie des forêts futures? Parce qu'il va y avoir une problématique au niveau de la forêt parce que les essences ne sont plus adaptées. Qu'est-ce qu'il va falloir faire? Comment on va réagir là-dessus? Sur le transport, comment... Vous voyez, le transport, par exemple, on vous dit il y a 80 000 emplois, 40 000 sur Sophia Antipolis. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que toutes les communes qui construisent aujourd'hui, si toute l'activité se concentre sur Sophia Antipolis, on va démultiplier les transports. Donc il va bien falloir qu'on réagisse aussi à ce niveau-là en disant, attendez, c'est bien beau de construire au Rouret, c'est bien beau de construire à Tourette, c'est bien beau de construire à Châteauneuf, au Bar-sur-Loup, mais il va falloir y adosser l'activité à côté. Parce que sinon, on marche sur la tête. Si c'est pour reprendre les voitures pour aller sur Sophia, on ne s'en sort pas. Et en plus, on n'est pas dans un environnement où on est capable d'élargir des voies, de faire des pistes cyclables vraiment adaptées, parce que la géographie, elle est compliquée chez nous. Donc, qu'est-ce qu'on fait? C'est pour ça qu'à un moment donné, je disais, la loi SRU, elle parle que du logement, elle ne parle pas de l'activité. Il faudrait que sur 3 communes, il y en ait une qui soit dédiée à l'activité. Parce qu'on ne va pas s'en sortir. Donc, tout ça fait partie de la réflexion de fond. Et où est-ce qu'on va? Je vous le dirai un petit peu plus tard, en 2024, quand on fera l'enquête publique. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on est sur ces réflexions de fond, vous comme nous. Je veux dire, on n'a pas la science infuse. On n'est pas en train de vous dire, vous inquiétez pas, dans 2 ans, on saura ce qu'on fait. Non, on le verra ensemble, comment on va évoluer au mieux en fonction de nos moyens, notre potentiel, nos contraintes administratives et tout ça. Pour aller un peu plus avant, on est en ce moment dans la phase diagnostique. Nous n'avons pas tous, on est dans le bain, on en entend parler, on travaille, on fait des massages itératifs autour de ces sujets. Nous n'avons pas tous le même niveau de connaissance et d'information. Donc on vous fait passer de l'information, vous allez recevoir un questionnaire. Dans ce questionnaire, il y a différents thèmes. Vous allez cocher de 1 à 5 vos préférences. Il y aura ensuite une concentration des réponses et la CASA orientera ses volontés, ses objectifs vers ce que vous aurez décidé, vers ce que les gens de ce territoire auront décidé. Excusez-moi de rebondir sur votre propos, mais vous savez aussi bien que moi que l'important dans un QCM, c'est la personne qui définit le QCM. Exactement. Ma question, donc, si je veux revenir à ma première question, je n'ai pas posé complètement, c'est quel va être le rôle décisionnaire des gens cyclaires comme nous, par exemple, une toute petite commune qui, pour le coup, fait moins de 3500 habitants et qui représentons en tant que tel un certain nombre d'autres toutes petites communes de la RP Migration dans ce processus de décision. Et quelle place aurons-nous à prendre, sachant que nous sommes démographiquement moins puissants, moins parlants, j'allais dire, moins expressifs. Et que moi, ce que je vois de cette présentation, qui est magnifique, toutes choses étant égales par ailleurs, c'est que, grosso modo, votre réflexion est articulée essentiellement sur le principal bassin d'emploi qui, effectivement, est Sophia Antipolis, qui concentre 40 000% des emplois. Mais quid de l'emploi dans la RP? Eh bien, je vous remercie de conforter le diagnostic. Vous êtes en train de le faire. Vous avez compris que Sophia Antipolis, c'était la richesse. Vous comprenez qu'à Sipierre, il ne peut pas se développer la même chose qu'à Valoris ou qu'à Antibes ou même qu'au Rouret. Donc, à chacun. Et si vous avez envie de dire que sur Sipierre, vous préférez voir que des arbres et des moutons, vous répondrez. Voilà, c'est à peu près. Non, mais je ne sais pas, je vous réponds. Je caricature un petit peu, mais vous ne pouvez pas espérer un multiplex à Sipierre, par exemple.
Voilà, non mais je vous dis, c'est simplement une nouvelle fois une caricature, monsieur. C'est pour vous exprimer l'idée que, évidemment, le territoire, il est ce qu'il est, et on vous a présenté en préambule qu'il y avait le littoral, le moyen pays et le haut pays. Et le haut pays, il appartient à un développement qui est presque tourné et orienté dans une définition qui est au travers de la charte du parc naturel régional des Préalpes d'Azur, et que chaque maire, et ça c'est quand même une volonté du président de la communauté d'agglomération, chaque maire garde son autonomie dans son village, et il a, avec son conseil municipal, tout pouvoir de décider de l'avenir dans le respect des règles et des lois, bien entendu. Ça, il faut toujours le répéter, et ça doit rester présent dans l'esprit de tous. Les maires n'ont pas les coudées franches, il y a des lois, il faut les respecter. Ils ne sont que des agents de l'État qui sont là pour faire appliquer la loi. Après, je ne sais pas de quoi vous rêvez à Sipierre, mais je ne sais pas de quoi vous rêvez non plus sur l'ensemble des territoires. Vous posez une question, vous dites quel pouvoir décisionnaire? J'ai envie de vous dire, c'est un pouvoir décisionnaire collectif, ça ne vous appartient pas à vous tout seul, ni à moi-même, ça appartient au groupe. Voilà. Je pense juste, on n'a pas de pouvoir décisionnaire. Simplement, à travers vos questions, à travers nos questions, et j'espère que beaucoup d'entre nous répondront à ce questionnaire, ça donne déjà l'orientation. C'est-à-dire que quand la CASA aura validé, je dirais, les réponses de Sipierre, de Gourdon, du Bar-sur ou autre, on aura déjà une perception de quelle est la volonté générale à travers la commune. Il y a ça. Deuxièmement, non, on ne décide pas à la CASA, on n'applique pas Sipierre. D'abord, la CASA, Sipierre fait partie de la CASA. Donc, on est tous co-constructeurs. Mais c'est vrai que on est tous co-constructeurs. À notre niveau, on est tous co-constructeurs. Mais oui, effectivement, simplement, nous, on est dans le même cas, que ce soit à Gourdon, que ce soit à Sipierre, à Caussol ou autre, on est tous dans la même situation. On a déjà des règles de contraintes naturelles. On a la loi montagne, on a les sites classés, les sites inscrits, on a beaucoup de choses. On a peut-être, nous, à travers ce schéma de cohérence territoriale, une dimension agricole qu'il faut peut-être mettre beaucoup plus en valeur. On a une dimension de la protection de l'eau et des ressources qu'il va falloir mettre en valeur et savoir valoriser nous aussi, parce que quelque part, l'eau, elle vient de chez nous et elle alimente le littoral. Donc, oui, non, mais on va en parler. Mais comptez sur nous, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Donc, je veux dire par là que nos ambitions à nous, elles peuvent être complètement dans la cohérence, parce que si demain, bon, je crois que je ne sais pas où travailler, mais oui, on en a discuté, vous travaillez sur Grasse. Non, mais je veux dire par là, le bassin de vie aujourd'hui, pour vous, c'est de dire, j'habite à Sipierre, je veux vivre à Sipierre dans ces conditions, mais par contre, je travaille à Grasse, à Sofia ou à Menton, et donc le schéma de cohérence territoriale, c'est comment de Sipierre je me rends à mon travail. Donc c'est pour ça qu'on est tous co-constructeurs, parce qu'on ne peut pas parler, entre guillemets, que du haut pays, parce que quelque part, on est tous enclins à vivre dans un bassin de vie qui part de la mer et qui va à la montagne. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui on est là. C'est pour ça qu'on vous en parle, parce qu'effectivement, on pourrait dire, nous, mais attends, type, ça nous regarde pas. Oui, ça nous regarde, parce que notre équilibre économique, social et autres fait partie intégrante de ce bassin de vie. Donc, si demain Antibes, c'est le tourisme et Sofia l'activité, peut-être que chez nous, la décision que l'on prendra ensemble, c'est qu'on va renforcer l'agriculture, le circuit court, demander au schéma de cohérence territoriale peut-être de densifier un petit peu plus de bergeries, de fermes et autres pour que des agriculteurs puissent s'installer, des familles. C'est ça, l'objectif de fond, c'est que on regarde ce qui se passe dans notre territoire et à travers des questionnaires et à travers des réunions publiques, on va faire pression pour que l'ensemble des acteurs décideurs, comme vous dites, puissent comprendre quelle est votre ambition et quel est vos désirs. C'est ça, en fin de compte. Où on va, dans quelles conditions. Bastien, la zone d'activité, elle se déplace ou la Sarré, c'est une activité qui a eu du mal à démarrer, mais ça a démarré. Il y a plein d'activités qui s'y créent. Si Pierre la Sarré, c'est un quart d'heure, 15 kilomètres. Pour nous, c'est quand même des choses qu'il faut voir.
Mais je sais très bien. Hein. Ça marche. Désolé. Non, je voulais dire, ne voyez pas dans mes propos précédents un procès d'intention d'une quelque manière. Hein. Ce que je vois simplement, moi je suis un ex-professionnel du développement du territoire, je connais bien ces problématiques-là, j'ai bossé beaucoup sur ces questions en région parisienne en particulier, sur des concertations publiques, sur des choses comme ça. Donc je connais bien la problématique. Et je suis bien placé en tant que communicant, enfin que ex-communicant, maintenant que je ne le suis plus, pour savoir à quel point ce genre de plaquettes, j'en ai conçu à peu près 2500, c'est en règle générale un catalogue de vœux pieux. Donc à partir de ce moment-là, moi je dis pourquoi pas, je veux bien entendre ça, je veux bien qu'on me promette monts et merveilles. Je dis simplement, aujourd'hui, en tout état de cause, la présentation que je viens de voir ne fait que finalement me raffermir dans ce que je pensais auparavant, à savoir que, encore une fois, on est dans une consultation qui est faite d'abord et avant tout au bénéfice du plus gros bassin d'économie et démographique du territoire, à savoir la zone de Sophia Antipolis. Moi, je pose une question toute bête. Qu'est-ce que nous, Sipierre, Gourdon, Gréolière, Coursegoule, avons en commun avec Antibes, Villeneuve-Loubet, Cannes, Sophia Antipolis? Très sincèrement, je ne vois pas. Qu'est-ce que vous avez en commun avec les autres humains? En termes de contraintes, j'entends, monsieur. Qu'est-ce que vous avez en commun avec les autres humains? Vous êtes totalement identique à tout le monde. Oui, enfin, une fois qu'on a dit ça, on a tout dit. Il n'y a pas de différence entre vous et votre parole compte autant. S'il est dégagé des orientations sur le moyen, sur le haut pays, au travers du questionnaire, eh bien, les fonds, certains fonds de la CASA seront orientés vers un choix qui appartient à ce haut pays. C'est comme ça qu'il faut voir les choses. Vous êtes en train de vous comparer au bassin de richesse. Le bassin de richesse, il est ce qu'il est, et tant mieux qu'il existe. Et il a permis aujourd'hui, puisque vous dites que vous avez participé à l'élaboration de nombreux documents, donc vous avez dû peut-être, je ne sais pas, vous avez donné l'impression que vous avez manipulé ou qu'on vous manipule. On ne manipule personne. Pas du tout, je connais simplement très bien la loi SRU pour avoir travaillé dessus de manière assez intensive. Donc on ne va pas faire un débat. Au début des années 2000. C'est pour ça que je sais bien ce qu'elle implique. On ne va pas faire un débat en tête-à-tête tous les deux. Non, mais je veux dire qu'aujourd'hui, on ne peut pas se contenter de vœux pieux. Pardon, monsieur. La parole de tous compte autant que la vôtre, autant que celle d'un Antibois. Et c'est pour ça que chacun, dans sa partie de territoire, aura à se prononcer sur l'évolution en partant du principe qu'il appartient à une communauté de vie et à un territoire communautaire. Et s'il y a de la richesse sur Sophia Antipolis, c'est tant mieux. Ça a évité à nos villes et à nos villages de développer des zones industrielles et ça les a protégés et c'est aujourd'hui ce qui en fait toute la valeur. Car s'il n'y avait pas eu cette richesse sur Sophia Antipolis, eh bien les maires dans leur poste d'autrefois, dans leur plan d'occupation des sols, auraient été contraints de développer des zones industrielles, des zones artisanales et on aurait vu arriver sur nos territoires un autre visage, une autre figure. Donc nous sommes protégés par une richesse qui est celle de Sophia, eh bien c'est tant mieux. Voilà, c'est ce que j'avais envie de répondre. Juste pour Gérald, pour compléter, l'objectif du SCOT, on vous l'a dit et tout le monde le sait au départ, c'est aussi de finir avec une traduction dans nos documents d'urbanisme, dans nos PLU. Donc vous aurez une lecture, j'allais dire une écriture de vos intentions dans votre PLU et le maire qui est à la CASA, quand il va avoir la traduction de l'image du SCOT sur ces documents d'urbanisme, il va voir s'il s'y retrouve ou pas, ou si ses citoyens s'y retrouvent. Ça, c'est la première chose. La deuxième contrainte qu'on a, et qui est supra-SCOT, c'est la DTA. Il existe une directive territoriale d'aménagement qui n'existe pas, il n'y en a que 2 en France. Hein. Donc cette DTA détermine déjà des contraintes haut, moyen et bas pays. Donc, et littoral. Donc on est bien dans cette continuité. La deuxième chose que je peux vous dire sur la pondération de votre avis sur le questionnaire, il a la même voix qu'un Antibois, ce que disait tout le monde, et généralement les petites communes répondent plus. Et comme c'est traité, il va y avoir aussi une question communale, il va y avoir des traitements communaux. Les petites communes ont un meilleur retour que les grandes communes en taux de proportion. Donc on a des avis des fois un peu plus fins. Moi en tout cas on s'en sert comme ça sur la commune. On a déjà eu un questionnaire il y a quelques années. Vous avez un taux de réponse. Si vous avez 5% qui demandent plus de transport doux,
et s'il n'y en a que 3% dans d'autres endroits, vous avez des évaluations communales qui sont prégnantes pour vos documents d'urbanisme. Donc il y a toujours un intérêt. Vous n'avez pas participé à la rédaction du questionnaire, mais moi non plus, et franchement, je préfère pas. On a déjà eu une question à faire par commune. Je l'ai fait avec mes conseillers municipaux et je l'ai fait autour d'un débat. Ça a été chaud. Donc, parce que tout le monde n'a pas les mêmes intérêts et faire tout dans une seule phrase, c'est pas facile. Donc, c'est bien que quelqu'un ait fait le questionnaire, on a donné des orientations, il y a un groupe Scott, nous on délègue nos responsabilités au niveau de la CASA, on fait confiance à ceux qui travaillent le dossier et c'est comme ça que ça fonctionne. Excusez-moi, juste pour compléter également la réponse, la concertation, elle est importante pour nous aussi, CASA, mais le bureau d'études qui travaille sur le dossier. Comme j'ai expliqué, tout au long de la démarche, on va rentrer dans le plan d'action stratégique et ensuite un document d'orientation avec des objectifs. Donc on a besoin aussi d'avoir des retours de la population. Donc c'est pas seulement par le biais du questionnaire, c'est aussi, comme je le disais, des ateliers, on va travailler sur des thématiques, etc., où on va pouvoir échanger et rentrer un peu plus dans le concret. Voilà, donc c'est important, c'est tout au long de la démarche où on va concerter avec la population, avec vous, pour co-construire ce projet ensemble qui est à l'échelle donc, du territoire. On n'est pas à l'échelle du PLU, on le répète, on est à l'échelle vraiment de la CASA. Voilà. Mais les territoires, ils s'imbriquent les uns des autres. Et on a besoin, on a des interactions qui sont importantes. Vous habitez Sipierre, vous travaillez à Grasse, mais il y a des gens peut-être qui habitent Sipierre et qui travaillent sur la technopole ou sur le littoral. Donc il y a des enjeux de déplacement sur lesquels il y a donc vous voyez, il y a des tas de thématiques qui se croisent et que vous soyez sur le littoral, le moyen ou le haut pays. Et en fait, ça ne parle que d'intérêt général, d'intérêt commun et non pas, je dirais, de repli, d'individualisme, de choses comme ça. On est dans l'intérêt général complet par rapport à cette concertation, ce diagnostic, concertation, évaluation, réponse des questionnaires, et ça donnera des résultats. Et ensuite, les politiques seront orientées en dehors de Sophia Antipolis, bien entendu, qui est une technopole, on l'a dit, première d'Europe, etc., etc. Et c'est une chance. Et bien, en dehors de tout ça, il y aura des orientations politiques qui seront données par rapport à la réponse au questionnaire, qui vont tout dans le sens de l'intérêt général, du bien commun. Oui, pardon, je termine juste pour répondre à monsieur, après je vous laisse la parole. Alors, je ne sais pas si ça va vous rassurer, mais de travailler avec notre président Jean Leonetti, c'est pas le nombre d'habitants qui fait l'écoute du président. Preuve en est, c'est qu'ici on est sur des communes de moyenne importance, on est tous vice-présidents, donc ça veut dire qu'on a l'écoute et que voilà, c'est important lorsqu'on est dans les bureaux communautaires le lundi, que vous soyez dans un petit village ou dans une grande commune, vous avez la même écoute du président. Donc ça, c'est vraiment important de le préciser parce que je crois qu'on a de la chance à la CASA d'avoir ce mode de fonctionnement. Puis vous voyez, on est là tous ensemble, les maires ici réunis du haut pays et un petit peu du moyen pays, preuve qu'on travaille ensemble et qu'on veut effectivement cette cohérence. Voilà. Pardon, à vous, monsieur. Voilà, merci. Daniel Fécourt du Rouret, j'habite le Rouret. Moi, ma question, elle est sur les zones agricoles. Donc j'ai vu effectivement qu'actuellement, nous avions 7000 hectares de zones agricoles et que ces 10 dernières années ou ces 20 dernières années, 200 hectares se sont ajoutés. Mais j'aimerais savoir de quoi on parle au niveau des zones agricoles. Je vais prendre 3 exemples. Ça fait 25 ans que j'habite ici. J'ai vu effectivement des immeubles se construire auprès du Loup, à Villeneuve-Loubet, en lieu et place de salades et de poireaux. J'ai cueilli il y a 20 ans les fleurs sur la colline à Opio, à Saint-Père. Il y a 4 jolies villas actuellement en lieu et place de ce terrain. Et au Rouret, nous avons aussi des zones agricoles qui sont effectivement, j'allais dire, au camp romain. Front-Figuière, il y a des terres sur lesquelles on pourrait faire du maraîchage qui sont proches des voies de circulation. Donc au niveau du PLU, ces zones ont été mises en zone UA, zone urbanisable. On peut y faire effectivement des immeubles. Les promoteurs actuellement se battent pour effectivement acheter ces terrains pour en faire des immeubles, alors que c'est des terrains sur lesquels on pourrait cultiver. Alors j'aimerais effectivement
que lors de définition des PLU, quand on dit une zone agricole, les maires se gargarisent de dire on fait des zones agricoles. Est-ce qu'on peut effectivement faire de l'agriculture dessus? Alors, moi, je vais vous donner une réponse. Vous avez raison. Jusqu'à présent, quand on faisait les POS, plus que les PLU, quand on faisait les POS, on définissait d'une façon, je dirais, précise les zones à construire. Et puis souvent, on nous disait il faut des zones agricoles et on mettait dans la pampa la zone agricole. Aujourd'hui, on change de braquet. C'est-à-dire que quand on définit la zone agricole, mais oui, mais dans le SCOT 2040, ça en fait partie. Quand on définit, et dans les PLU nouveaux qui arrivent, ça en fait partie. Quand on définit des zones agricoles, on définit des zones qui sont véritablement et potentiellement agricoles. C'est-à-dire des zones où il y a de l'eau, des zones où il y a des chemins, des zones où les terrains sont accessibles. Si c'est de mettre zone agricole pour faire plaisir, parce que ça doit correspondre à un pourcentage, c'est de la zone naturelle, ce n'est pas de la zone agricole. Donc aujourd'hui, le travail de fond qui est fait, c'est de savoir comment on définit d'une façon précise la zone agricole pour qu'elle puisse répondre à sa définition. Et c'est tout l'enjeu, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, quand on parle d'hectares de zone agricole, on parle petit à petit. Alors peut-être on réduira les hectares de zones agricoles, mais ce seront de vraies zones agricoles. Voilà, ça c'est ce qui est c'est l'ambition qu'il y a derrière. Juste pour la petite question d'avant et après je me tais, c'est de dire que si on est là aujourd'hui, et je vous réponds à vous, si on est là aujourd'hui, c'est parce qu'on a créé la communauté d'agglomération. Parce que si elle n'avait pas été là, la communauté d'agglomération, on serait chacun dans nos communes en train de construire nos petits PLU et notre petite construction, alors que là, on est ensemble. Et nous, sans cette communauté d'agglomération, on ne discuterait pas tous ensemble pour créer un territoire cohérent. Et c'est pour ça qu'on dépasse les... Je vais répondre moi sur les zones agricoles, s'il vous plaît, parce que c'est... Parce que lui, c'est le champion du monde de la zone agricole. Non, c'est un enjeu d'avenir, tout ce que disait la dame, sur après 2040, comment on se nourrira. Normalement, l'agriculture, sa première base, c'est de nourrir. Il y a plein d'enjeux agricoles à l'heure actuelle qui sont différents. Les plantes à parfum, c'est un enjeu agricole. Les centres équestres, c'est un enjeu agricole. Donc, vous voyez que l'agriculture n'est pas que nourricière. Ça, première chose à intégrer. La deuxième chose à intégrer sur une activité agricole, il y a l'activité agricole que vous pouvez faire et l'activité agricole qu'on pourra faire dans 50 ans. Moi, je ne sais pas. Je donne un exemple. On peut faire des serres photovoltaïques avec de l'agriculture au rendement sous ces serres-là, hors sol, dans des terrains qui sont en friche à l'heure actuelle, des remblais, des choses comme ça. Si on mettait les remblais en zone agricole, tout le monde monte au créneau en disant « Ouais, ce n'est pas des terrains qui ont une agronomie, qui ont une force agronomique. » Oui, on peut faire de l'agriculture sur des remblais en hors-sol. Et on ne pourra pas nourrir tout le monde avec de l'agriculture biologique ou pleine terre. Je vous le dis, pourtant 100% bio à la cantine de Châteauneuf, hein, comme on aurait. Mais c'est des choix, on peut le faire, on le fait. Si on ne peut pas le faire quand il faudra nourrir 8 milliards de personnes ou 10 milliards, on le fera avec autre chose. Donc la zone agricole, elle est très complexe à définir. Elle est complexe dans maintenir les potentiels agronomiques qui existent, permettre aux futurs potentiels agronomiques de se développer, et en plus, utiliser la zone agricole, c'est des terrains, par exemple le pastoralisme sous bois, ce qu'on appelle les bois pâturés. Hein, ça existe, c'est une activité agricole. Si on les enlève des zones agricoles, les agriculteurs n'ont plus le droit aux ZPAC, politique agricole. Donc il y a des contraintes sur l'activité agricole qui n'est pas liée à l'usage agronomique des sols forcément, présence d'eau, de terrain et tout, mais à son usage. Voilà, c'était des précisions importantes. Donc la zone agricole, elle n'a pas vocation forcément à faire du maraîchage. Je vais donner un exemple encore plus extrême. Nous, on a essayé de transformer de la zone agricole sur un golf. Parce que moi, qui ai 50 hectares qui soient piétinés par des gens pour jouer et qui arrosent, j'ai mis 10% dans la DSP d'obligation à faire des plantes à parfum sur le golf d'Opio-Châteauneuf. 10% du territoire sera en agriculture. C'est un premier pas. Après, on plantera des vergers et on fera un deuxième pas. Donc il y a une réflexion sur... Et le golf n'est pas une zone agricole. Excusez-moi, on a une question en visio. Donc j'aimerais bien qu'on passe les gens en visio. Oui, bonjour. Merci beaucoup. Moi, j'ai une question concernant effectivement les déplacements qui sont un vrai enjeu et un vrai problème pour notre territoire. Alors effectivement, il y a une grosse mobilité du moyen au pays vers Sofia, mais il y a aussi des mobilités, comme vous l'avez mentionné tout à l'heure, vers les communautés d'agglomération limitrophes de la CASA. Et je voudrais savoir, vous avez mentionné effectivement quand les objectifs étaient de mieux articuler
les réseaux de transport collectif entre les différentes communautés d'agglomération. Je pense que c'est vraiment nécessaire et donc ça suppose quand même qu'il y ait une concertation forte entre les différentes communautés d'agglomération qui, j'imagine, sont elles aussi en train d'établir leur SCOT. Donc, je voulais savoir quel est le niveau justement de concertation existant entre les différentes communautés d'agglomération du département et à quel moment, en fait, tout ça, ou est-ce que tout ça, à un moment donné, sera un peu mis en musique, notamment pour cette question des transports qui ne peut évidemment pas se limiter au territoire de chaque communauté d'agglomération. Je vous remercie. Oui, vous avez raison, madame. La fragmentation du territoire qu'on a connue au travers, je dirais, du découpage administratif qui a été imposé entre les communautés d'agglomération, les communautés de communes, la métropole, a fait qu'aujourd'hui, chaque entité administrative a son taux de, comment ça s'appelle, la taxe, la redevance transport. Donc il y a des différences entre chaque communauté d'agglomération. Et on travaille à généraliser le schéma. Alors, je peux vous dire quand même que la concertation existe et elle est permanente entre la communauté de communes des Pays de l'Érins, c'est comme ça qu'on l'appelle, le comité d'agglomération des Pays de l'Érins, la communauté d'agglomération du Pays de Grasse et la métropole. Et je dirais même la communauté de communes des Alpes, Préalpes d'Azur, c'est comme ça. Voilà. Donc il y a une véritable, je ne sais pas à qui je parle parce que j'ai un écran, donc je cherche du regard quelqu'un, mais en tous les cas, la concertation est permanente et des solutions sont mises en place petit à petit. Il est bien évident qu'il y a eu des transformations législatives. Autrefois, c'était le département qui était porteur du transport sur le territoire. Aujourd'hui, le transport régional, interrégional, interdépartemental, il est porté par la région, ça n'arrange pas. Et à côté de ça, vous avez les communautés d'agglomération qui ont le devoir aussi de mettre en pratique le transport collectif. Et en l'occurrence, on a sur le terrain, vous voulez répondre, vous avez des réponses à apporter. Voilà, vous compléterez. Et à côté de ça, on fait des efforts, bien sûr, de communication et de transversalité, et on jette des passerelles dans toutes les directions et au travers de toutes les communautés de communes et d'agglomérations. Oui, je vais juste compléter, puisque je suis Nina Pirocchi, responsable du service déplacement au sein de la CASA. Donc, vous allez pouvoir vous acharner s'il y a besoin. Juste pour vous dire que, alors je ne sais pas si ça peut vous rassurer, c'est une obligation réglementaire, en fait. On est obligé de fonctionner par bassins de mobilité qui ont été définis il y a très peu de temps par la région. Et oui, il y a un bassin de mobilité qui a été défini entre la CASA, la CAPG, donc comme l'a dit effectivement M. Lombardo, Grasse, CACPL pour l'agglo de Cannes, et la Comcom des Monts d'Azur, si j'écorche pas effectivement leur nom. Donc ça, c'est une obligation. Mais effectivement, on ne peut pas se découdre de la métropole parce qu'on a un certain nombre de personnes qui habitent le territoire CASA et qui vont travailler sur Nice. Et ça, on ne peut pas l'empêcher, en fait. Donc, pour le coup, c'est une donnée d'entrée. Effectivement, on a des liens plus forts dans le cadre de Cap Azur. Je ne sais pas si vous connaissez cette institution, cette organisation qui nous permettent de définir des éléments sur le vélo et sur d'autres problématiques, y compris sur le bus, qui rentrent de plus en plus en ligne de compte. Et bien entendu, vous n'avez pas dans le transport en commun les bus, vous avez aussi, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, la ligne nouvelle PCA, qui aussi est dans l'objet de nos discussions et nous oblige à gérer ensemble ces problèmes de problématiques. Et comme c'est une obligation réglementaire, de toute façon, rassurez-vous, on sera obligé d'y passer. Bon, il y a aussi une question de fond qui nous concerne un petit peu plus, nous, le moyen et le haut pays, c'est les déplacements chez nous. Donc, comme vous l'avez bien dit dans le reportage, on est peu nombreux. Donc, on crée un problème de fond. C'est-à-dire comment apporter une réponse, je dirais, acceptable dans le transport en commun, alors que nous sommes peu nombreux, peu rentables, et peut-être des bus qui pourraient se balader sans personne dedans. Donc, à un moment donné, on a cette problématique de fond. Alors, nous, effectivement, on peut réfléchir différemment. On peut réfléchir avec des voitures en autopartage, on peut réfléchir avec du covoiturage, on peut réfléchir avec une autre organisation. On a le TAD, le transport à la demande, mais c'est bien, mais quelque part, il n'apporte pas la réponse complète parce que souvent, ma foi, c'est difficile de concilier le TAD avec un rendez-vous d'urgence ou autre. Donc, on a besoin, je pense qu'on a besoin d'avoir, nous, dans le moyen et le haut pays, une réflexion un peu plus approfondie
sur le transport en commun, entre guillemets, ou communautaire, mais on ne peut pas répondre de la même façon avec une dynamique littorale où on a des bus réguliers qui passent tous les quarts d'heure et une dynamique du moyen et du haut pays. Bon, j'en veux pour exemple Conségude, puisque c'est toujours le maire qui dit qu'il n'a absolument aucun service qui pourrait l'amener à Carros ou à Lingostière. Donc on sort de l'agglo. Mais effectivement, la problématique de fond, c'est qu'un petit village comme Conségude, où il y a une personne qui pourrait passer à la limite une fois par jour, elle a besoin d'un transport en commun. Comment répondre à cette injonction? C'est ça le problème qui arrive chez nous. Attention, quand j'indique qu'effectivement on travaille avec la CACPL, enfin on a une obligation de travailler avec la CACPL, la métropole, c'est depuis le sud jusqu'au nord. Hein. Je ne parle pas seulement du littoral. On doit effectivement, parce qu'on s'aperçoit que la commune de Saint-Paul-de-Vence, qui est déjà pas du littoral à mon sens, les communes qui sont aussi juste au-dessus de Saint-Paul-de-Vence, on est obligé de travailler avec la métropole. C'est une obligation. Donc on ne tient pas seulement compte du littoral, attention. Et c'est pour ça aussi que je rejoins aussi nos élus qui sont présents ce soir pour vous dire, non mais participez à ce questionnaire, aidez-nous à trouver des idées, soyez partie prenante pour nous dire, non mais attendez, nous effectivement pour demain, peut-être que c'est pas du TAD qu'il faut mettre en place parce que le TAD, sachez que ça a un coût qui est quand même extrêmement important. Peut-être que ce coût-là, faut pas le mettre dans du TAD en fait. Peut-être que c'est du covoiturage qu'il faut faire. Peut-être que c'est une autre solution qu'il faut trouver parce que on a malgré tout sur le transport en commun, vous pensez qu'il y a que dans le moyen ou le haut pays. Sur le littoral, on s'aperçoit qu'il y a des bus qui ne sont fréquentés que par 3 personnes. Et ben on a la même problématique en fait. Effectivement, on a un territoire plus dense. Donc normalement, il y a plus de bus qui circulent et qui prennent plus de gens. Mais actuellement, on est en cours de réflexion pour indiquer, attention, certains bus seront peut-être amenés à être supprimés. Et c'est ce qu'on avait évoqué dans la réunion publique d'Antibes. Parce qu'un transport en commun pour 3 personnes, ça coûte 75 € en fait. Donc peut-être que cette personne-là, on ne va pas la mettre dans un bus. On va même appeler un taxi pour pouvoir subventionner ce taxi-là qui sera beaucoup plus intéressant pour l'agglo. Donc sachez que même sur le littoral, on va devoir se re-questionner et restructurer sans doute le réseau et savoir comment on pose ces problématiques-là et comment on résout le problème, effectivement. Sans parler du coût, moi je trouve que le TAD chez nous, c'est le bon fonctionnement. Seulement, ce qui fonctionne moins bien, c'est la prise de rendez-vous. Toujours pareil. C'est compliqué. Nous, on essaie toujours avec des élus. On a fait plusieurs demandes de rendez-vous et chaque fois, c'était impossible. Donc, c'est la prise de rendez-vous qu'il faudrait changer ou améliorer, ou je pense qu'il faut travailler dessus. Et après, c'est la frontière territoriale. Bien sûr, nous, bassin de Grasse, on aime la Grasse. Mais après, je pense que pour nos communes rurales, avec un ou 2 passagers dans le bus, c'est le mode de fonctionnement qui est bien le transport. Hein. Après, le coût, ça, je suis bien d'accord avec vous, ça coûte très cher. Mais c'est un confort qu'on donne aux administrés. Parce que le covoiturage, c'est compliqué. Partir à la même heure. Il faut que le TAD, on le demande, on le réserve pour l'aller et pour le retour. Pour nous, c'est grand luxe, hein, on peut dire. Hein. Je voulais répondre à la dame qui était en visio. Il faut reprendre la parole. Ah oui, mais je vais lui répondre pour son optimisme de 2040, 2050. Nous, les objectifs qu'on a, les maires de la CASA, on aimerait que nos enfants aillent au lycée avec un seul ticket de bus, même s'ils doivent aller, parce que moi je suis dans une commune, mes lycées ils sont à Grasse, l'hôpital est à Grasse, voilà. Donc ça, c'est l'objectif qu'on s'est fixé. Hein. Il faut être clair, il faut se fixer des objectifs. Donc c'est pas forcément d'avoir les mêmes transports, les mêmes bus, le même nom, les mêmes, mais que le ticket, une fois que tu l'as payé, tu vas, voilà, c'est l'interopérabilité. Donc c'est des plans comme ça, c'est des réponses comme ça. 2040, on doit y arriver, largement. Voilà, c'est des choses comme ça. Oui, merci beaucoup pour toutes vos réponses qui effectivement vont dans le bon sens parce que je suis tout à fait d'accord avec Eric Mel. En fait, il faut réfléchir pour le moyen au pays à des solutions vraiment presque très locales et très adaptées en fait au flux. Donc ça suppose qu'il y a une étude vraiment fine des flux de transport et notamment les flux liés aux mobilités de travail en fait, hein, parce que ça concentre beaucoup de gens sur
sur des horaires très précis. Et là, je pense qu'il y a des solutions à mettre en place, effectivement, qui ne sont pas des transports en public réguliers avec des lignes qui passent à des horaires réguliers, mais peut-être des navettes, par exemple, qui amènent les habitants vers un point, une gare, par exemple, qui leur permettrait d'utiliser les transports en public pour aller plus loin, vers Nice, par exemple, ou Grasse, etc. Je pense qu'il y a vraiment des choses à réfléchir. Et pour les TAD, moi, je trouve qu'effectivement, c'est un grand luxe pour la CASA, mais sauf erreur de ma part, ils ne sortent pas du territoire de la CASA. Et ça, c'est un problème. Mais voilà, enfin, ça souligne, c'est peut-être pas forcément la bonne solution, hein, je suis d'accord, mais ça souligne aussi les problèmes de concertation, d'articulation entre compétences territoriales. En tout cas, merci beaucoup pour vos questions. D'autres questions? On a encore une question en visio, mais c'est une personne qui l'a posée via le chat. Donc je vais vous la relayer. En complément sur cette question sur la mobilité, il nous demande est-ce que le privé ne ferait pas mieux que le public, Uber par exemple? Moi, je répondrais à brûle pour point, pourquoi pas y réfléchir, hein, ça fait partie aussi d'une réflexion de fond. Oui, je peux vous dire aussi, on pourrait aussi, dans le moyen et le haut pays, financer un petit retraité qui a une petite retraite et qui pourrait éventuellement compléter ses fins de mois en faisant du service à la demande. Pourquoi pas? Il faut ouvrir toutes les réflexions. Il faut l'avoir, ce réflexe. Il faut se dire, tiens, c'est peut-être aberrant ce que je dis, mais il faut que je le dise, parce qu'à un moment donné, ça peut être aussi une piste de réflexion. Parce qu'effectivement, aujourd'hui, quand on voit le bus et quand on voit le prix du gasoil, on peut pas d'abord, environnementalement parlant, c'est catastrophique, mais en plus, ça devient aberrant au niveau financier. Donc, il doit y avoir des solutions locales. Dans un autre domaine, par exemple, à Cossol, ils ont su gérer les exactions environnementales parce qu'ils ont un dynamisme et une dynamique appropriée. Peut-être qu'une autre commune, dans le cadre du transport, elle est adaptée pour pouvoir avoir une solution à elle que nous pourrions réfléchir, même si c'est sur une seule commune, et parce que la condition, elle est spécifique à la commune. Mais on ne généralise pas. On va créer les moyens capables de répondre aux besoins. C'est ça qu'il faut réfléchir. Et là, on est à Sipierre, peut-être que le TAD marche très bien. À Gourdon, il ne marche pas du tout. Bon, donc, non, mais à Gourdon, il ne marche pas du tout. Donc, pourquoi il ne marche pas du tout à Gourdon? Parce que notre mode de vie est différent, parce qu'on a des commerces, parce qu'on ouvre d'une façon différente, parce que... pourquoi? Donc, il faut peut-être qu'à Gourdon, si le TAD marche bien à Sipierre, à Gourdon, on ait une autre solution. Voilà, c'est ça auquel il faut réfléchir. Et il faut se donner tous les moyens pour apporter la bonne réponse. Même pour les scolaires, c'est un plus. Le gamin commence à 11h et la TAD à 9h30. Mais ça, moi qui suis allé à l'école en ville, on partait à 7h. Pareil, on partait à 7h, on attendait 10h qu'il y ait le cours. Là, tu as le bus à 9h. Je veux qu'on est vraiment gâtés. Vous étiez tous internes. Donc on en parle plus. Moi, je n'étais pas interne. J'attendais le matin. Et je te dis que dans le gamin part à 9h, à 10h au collège, c'est un luxe. Il ne faut pas enlever, si on peut. Sipierre, c'est formidable. Pas que Sipierre, elle est tout le pays. Bon, je pense qu'on ne va pas tarder à conclure. Donc, ceux qui n'ont pas osé poser la dernière question, il y a encore 5 questions. Ah, ben voilà, tu vois, ça se... Allez, je passe la parole. Allez, on y va. Ça marche là, oui. Oui, je voulais parler de la participation de la jeunesse à cette enquête-là. Quand je regarde autour de moi, et ils sont tous comme moi, beaucoup, il faudra aller chercher la jeunesse, quoi, parce que c'est eux qui sont concernés par 2040, pas tellement nous, enfin, ou un peu moins, quoi. Hein. Bon. Deux trucs plus précis sur Gourdon, il y a la carrière. Le contrat, je crois, Eric, va jusqu'en 2043. Beaucoup à Gourdon ne souhaitent pas forcément, peut-être d'autres le souhaitent, je ne sais pas, mais ne souhaitent pas forcément la poursuite de la carrière. Si la carrière devrait s'arrêter, il faut s'en occuper avant, parce que, évidemment, les pouvoirs publics auront tendance à vouloir agrandir le trou, parce que c'est plus facile que d'ouvrir des carrières ailleurs. Bon, ça, on a bien conscience. Ça, c'est une chose, donc je n'attends pas de réponse. Hein, deuxième chose, c'est le parquage des véhicules privés.
Sur Gourdon, je crois qu'il y a un projet qui risque d'aboutir un jour, enfin j'espère assez vite. Ça concerne des autres villages groupés où on ne pourra pas garer la voiture près de chez soi. Il faudra bien qu'il y ait des parkings avec des prises de recharge collectives, enfin individuelles, mais de façon groupée. Voilà. C'est tout ce que j'avais à dire. Oui, ben, il est évident que les villages devront s'adapter aux nouvelles générations de véhicules, puisqu'en 2035, on nous a annoncé qu'il n'y aura plus du tout de véhicules thermiques. Ça veut dire qu'en 2040, quand je vois la rotation des achats de véhicules, on sera tous enfin, peut-être qu'il y a d'autres technologies, hein, l'hydrogène, ou il y aura peut-être d'autres technologies, mais si on part de celle d'aujourd'hui, on sera tous en véhicule électrique. Donc à un moment donné, il faudra qu'on soit en capacité tous de recharger nos véhicules. Comment, pourquoi, dans quelles conditions, et tout ça, il faut que ça se pose. Et d'une façon prégnante. Parce que si on fait de la ville sur la ville et qu'on veut co-construire autour des habitats denses, il est évident que quelqu'un qui habite dans le village, à un moment donné, il n'y aura pas 50 bornes pour alimenter toutes les voitures des villageois. Donc il va falloir trouver des solutions. Là aussi, le côté environnemental avec énergie renouvelable, ombrière et toutes ces installations-là, il va falloir les mettre en place. Et il va falloir en même temps se battre contre les architectes des bâtiments de France et autres, qui vont se retrouver dans une situation où ils vont nous dire non, dans le village classé, vous ne pouvez pas. Alors que le besoin, sinon c'est plus un village, c'est un musée. Si on ne peut plus vivre dans le village parce que les contraintes environnementales et les contraintes électriques ou autres ne sont plus adaptées, on ne vivra plus dans le village. Donc il faut trouver le bon équilibre entre vivre dans le village et répondre aux nouvelles ambitions technologiques. Et ça, c'est vrai. Et j'étais à Nice, avant-hier, et sur le parking du Thiers, là, à côté de la gare, ils sont en train de faire tout un étage complètement vert. Parce qu'ils ont compris qu'aujourd'hui, Nice a une volonté de ne plus faire entrer les voitures thermiques. Donc, il faut rentrer les voitures électriques, sauf qu'il faut les parkings, et les parkings, il faut les charger. Et on commence déjà à se mettre en place. Mais nous, dans nos villages, comment, à Tourette-sur-Loup, on va pouvoir mettre en place des centaines de bornes pour pouvoir régler la problématique des véhicules du village de Tourette-sur-Loup. Voilà, ça se pose, ça. Ça fait partie vraiment d'une dimension importante. Juste pour compléter vos propos par rapport à la recharge, on table aussi sur le fait qu'il va y avoir des évolutions technologiques qui vont faire que les véhicules demain se chargeront en 20 minutes. Aujourd'hui, selon les puissances installées, on est sur, on va dire, 2 heures sur les bornes existantes sur le territoire. Donc on va avoir aussi besoin de, entre guillemets, moins d'infrastructures que ce qu'on aurait besoin aujourd'hui si on était en 100% électrique. Donc il va aussi falloir prendre en compte le fait qu'il va y avoir des évolutions technologiques sur un certain nombre de choses. Vous parliez aussi des ABF par rapport aux énergies renouvelables. Les ABF sont aussi associés dans le cadre de la démarche pour justement trouver le juste milieu entre des secteurs sur lesquels jusqu'à présent, alors je ne parle pas des centres-villages, mais peut-être des proximités, où on avait interdiction d'installer des panneaux photovoltaïques, où là, finalement, il commence à s'assouplir sur certains points. Et il y a aussi des nouvelles technologies qui font que, visuellement, on dirait des tuiles classiques, en fait. Et pour autant, ils produisent aussi. Donc il y a aussi tout un contexte qui évolue autour de toutes ces problématiques. Bonsoir, Aurélien de Gréolière. Je vois que les ABF posent de vives réactions, d'où ma question. Comment allez-vous assurer que toutes ces réponses que vous allez trouver à la SCOT 2040 seront applicables et appliquées dans nos territoires? Alors même si vous ne voulez pas parler de PLU, c'est quand même les PALU qui sont garants de l'applicabilité. Aujourd'hui, on a des porteurs de projets qui sont déjà en train de répondre aux enjeux qui sont élaborés ici, et qui sont bloqués par des PLU pas adaptés, pas adaptables, et par des architectes de France complètement zélés. Et comment vous allez vous assurer que ce que vous allez trouver ici va être appliqué vite? Ce que j'ai envie de répondre, c'est que l'État en a pris conscience. Aujourd'hui, l'avis de l'architecte des bâtiments de France tombe verticalement, et c'est très souvent subjectif parce que c'est une personne qui décide pour le groupe. L'État est en train d'imaginer que les ABF ne deviennent, et même dans les espaces dits protégés, ne deviennent que consultatifs.
c'est-à-dire qu'il y ait matière à pouvoir confronter avec eux, parce qu'aujourd'hui, ça descend, comme vous le dites, verticalement. Donc il y a des prémices de loi ou de décret qui apparaissent, qui disent que l'architecte des bâtiments de France ne peut pas maîtriser à lui tout seul. Et puis en plus, il change, c'est pas souvent les mêmes. Celui qui avait avant, il disait une chose, celui qui vient après pense autrement. Donc il y a là une volonté d'État qui va se mettre en pratique. Pour répondre à votre... la traduction du SCOT dans le PLU, ça va être justement des nouveaux outils aussi qui existent, hein, notamment des zones à énergie renouvelable, par exemple. On peut faire dans les PLU des zones agricoles, des zones naturelles ou des zones urbaines où on autorise des énergies renouvelables pour faire des champs photovoltaïques, des toitures, des ombrières photovoltaïques. Donc il y a des réponses. Et à partir du moment où ils sont réglementaires dans le PLU, les bâtiments de France, ils ont un avis consultatif, ils ne pourront pas aller contre. Ils vont être, au départ, ils vont être personnes publiques associées à la création du PLU, ils vont donner des avis et tout, mais après, il y a des traductions dans le PLU. Donc il faut rester optimiste. On va avoir des outils réglementaires qui vont nous permettre aussi d'appliquer ce SCOT. Tous nos PLU vont devoir repasser à la moulinette pour être que SCOT compatible, hein. Même ceux qui... Donc on va être en révision de PLU, tous, après ce SCOT. Donc c'est vraiment un document, et je pense que si vous êtes là, vous êtes intéressé, mais faites savoir autour de vous de remplir le questionnaire. Il n'est pas parfait, il n'a pas été fait peut-être, certains l'ont fait, mais nous on a confiance dans ceux qui l'ont fait, mais nous on le traitera. En tout cas, moi sur ma commune, je traiterai les résultats de manière objective et en regardant, ça aura une influence sur la décision politique. En tout cas, sachez qu'au niveau du SCOT, ce que je parlais tout à l'heure des personnes publiques associées, l'ABF est associée tout au long de la démarche, à la démarche du SCOT. Donc ces éléments-là, ces thématiques-là, on a déjà d'ailleurs abordé et échangé. Et elle est tout à fait au fait, parce qu'aujourd'hui c'est une femme, mais ça change, hein, les ABF y changent aussi au cours de leur vie professionnelle. Et on a bien intégré ces éléments-là d'énergie renouvelable, toutes les questions d'insertion aussi dans les villages, de photovoltaïque. Donc c'est un sujet qu'ils connaissent déjà et qu'on a déjà bien abordé et amorcé. Après, ça a été dit, hein, la technologie va vite. Aujourd'hui, les panneaux photovoltaïques deviennent souples, ils deviennent colorés, ils se mettent à ressembler à nos toitures de Provence. Donc il y a 1000 choses qui vont apparaître et ça va très vite grâce à... On ne va pas faire toujours confiance à la technologie parce qu'elle nous a mis dans de sales draps jusqu'à aujourd'hui, enfin pour beaucoup de choses. Mais en tous les cas, aujourd'hui, on essaie de répondre, enfin ceux qui travaillent sur les sujets essaient de répondre technologiquement à tout ce qu'on doit mettre en place pour assurer la continuité, je dirais, d'un bon environnement et la bonne façon qu'aura de vivre, que l'humanité aura de vivre dans son environnement. Et il faut l'espérer. Bonsoir. Donc je travaille sur Sophia Antipolis. Je prends le bus tous les jours du Bar-sur-Loup. Et en fait, je trouve qu'il y a vraiment des incohérences. Il n'y a pas de bus le dimanche dans nos villages. Donc les personnes âgées sont bloquées dans le village. Donc j'ai eu plusieurs témoignages de ce côté-là. Et ensuite, pour aller par exemple du Bar-sur-Loup à Pont-du-Loup, il faut prendre une autre ligne. Alors, il y a des bus à la demande, mais pour les personnes, les touristes ou les personnes âgées. Donc, il faut attendre notre bus et les horaires ne sont pas compatibles, bien sûr, d'un bus à l'autre. Voilà. Bar-sur-Loup, Pont-du-Loup, on a une jolie ancienne voie de chemin de fer, là, et en vélo, on se régale. Après... je n'ai pas envie de répondre de manière abrupte, mais l'argent public ne tombe pas du ciel. Ça a été dit tout à l'heure. Tout doit être malgré tout à l'aune d'une comptabilité. Si, pour mettre un bus le dimanche à Bar-sur-Loup, ça représente 80 € ou 100 € par usager, il est bien évident qu'on ne va pas se lancer dans cette folle aventure. Donc, si la demande est puissante, si la demande est forte, si le besoin est réel, la communauté d'agglomération, comme les communes, mettront en place les dispositifs. C'est toujours pareil. Aujourd'hui, l'automobilité n'est pas morte, hein. Et puis, il n'y a que les captifs, ceux que vous décrivez, qui sont demandeurs de services que parfois, malheureusement, on ne peut pas leur rendre. Une question. Allez, encore une.
Oui, donc ma question concerne la mobilité, enfin, Alors, ou plus une réflexion. C'est peut-être la dernière question. Ah ben, je vais faire court. Donc ça concerne le vélo. Moi, je suis un adepte du vélo. J'ai 62 ans et demi. Et depuis 5 ans, j'ai fait 35 000 km avec mon vélo à assistance électrique. Cet après-midi, j'étais à Villeneuve-Loubet et à Saint-Laurent-du-Var. Alors, quand j'en parle, généralement, on me dit « mais oh là là, t'as pas peur, c'est dangereux, etc. » Alors, j'aimerais rappeler quelques évidences ou quelques règles de règlement, enfin, quelques règles au niveau de la conduite, au niveau des automobilistes. Parce que j'imagine ici, là, on a parlé effectivement voiture, on a parlé bus, mais on n'a pas parlé vélo. Est-ce que vous savez tous et toutes que j'ai le droit de prendre un sens interdit avec mon vélo lorsque la voie est limitée à 30 à l'heure? Eh bien, est-ce que, messieurs les maires, vous le savez? Non, je le savais. Alors voilà, donc c'est dans la réglementation depuis 10 ans. J'ai le droit de prendre le sens interdit lorsque la voie est limitée à 30 à l'heure. Au Rouret, nous avons des voies limitées à 30 à l'heure, donc j'ai le droit de prendre les sens interdits. Donc voilà. J'ai envie de dire, M. Fécourt prend effectivement un sens interdit au Rouret. Il a failli finir plusieurs fois sur le capot d'une voiture. Voilà. Donc c'est tout le danger. C'est à ses risques et périls. C'est ce qu'il faut dire. Je réponds non. Voilà. La voiture a peut-être eu peur de moi. Moi, je n'ai pas eu peur de la voiture. Un instant, je n'ai pas tout à fait fini, Eric. Est-ce que vous savez aussi qu'à la sortie d'une piste cyclable, le vélo est prioritaire? Voilà. Eh bien, j'espère... Par exemple, monsieur le maire, sur la départementale, nous avons eu la première liste, monsieur le maire du Rouret, nous avons eu la première piste cyclable au Rouret devant le cimetière qui monte au casino, là. Je ne sais pas si certains l'ont vu, qui monte au collège, le casino qui est en face. Il y a une sortie, effectivement, il n'y a aucun panneau, mais il faudrait effectivement que chaque automobiliste le sache, parce que moi, quand je la prends et que je sors, c'est moi qui sois prioritaire. Alors effectivement, j'ai quand même envie de continuer à vivre, je ne fais pas n'importe quoi. Mais c'est de votre devoir, messieurs les maires. J'ai vu effectivement CASA 2040, regardez le beau vélo. Hein, on parle du vélo, mais quelles sont les communes dans la CASA qui effectivement, quels sont les maires qui pratiquent le vélo? Ça, c'est une bonne chose. Moi, l'autre jour, j'ai vu Pierre Aschieri à Mouansartou, j'ai discuté avec lui, il était en vélo. Et au niveau, donc, faire en sorte que si vous voulez que le vélo prenne dans nos communes, la majorité des déplacements sont inférieurs à 5 km. Prenez le vélo. Mais pourquoi vous prenez pas le vélo? Vous écoutez, M. Fécourt, on va tous prendre le vélo. En attendant, c'est bon, vous avez fait votre On peut essayer, description. mais on a quand même une géographie assez difficile. On a énormément de cyclistes amateurs tous les dimanches et samedis qui le font sous une forme non pas trajet-travail mais plutôt plaisir. Donc on a une dynamique vélo qui est forte, mais c'est vrai qu'on est quand même dans des zones passablement dangereuses malgré tout. Alors je ne comprends pas comment vous pouvez mettre en vélo, là vous avez la dame en vélo, là sur la CASA 2040, je suis désolé, c'est incohérent avec les propos que je viens d'entendre. Non, c'est pas incohérent du tout. N'oubliez pas qu'on est sur un schéma de cohérence territoriale. On est sur un schéma de cohérence territoriale et qu'on parle d'Antibes, je dirais, à La Roque-en-Provence, et que la configuration autour de Sofia, à la bord des villes, il y a aussi des aménagements qui sont conséquents et qui se font tout au long de l'année depuis plusieurs années. On n'a pas Thierry Océdi là ce soir avec nous, mais il pourrait vous démontrer, il pourrait vous dire combien de kilomètres ont été faits depuis quelques années. Donc le travail de fond, il est fait. Mais c'est vrai que chez nous, démonter les gorges du Loup sur 1 mètre pour faire la piste cyclable, c'est un peu compliqué. Voilà. Bon, en attendant, vous avez je vous remercie. Eric a précisé, le département et la CASA développent des pistes cyclables au fil des budgets, avec l'argent disponible, et chacun peut les emprunter, il y en a de plus en plus. Évidemment, comme vient de le dire Eric, après il y a le relief, et dans le relief, taper dans le rocher pour faire 1 kilomètre de piste cyclable, malgré tout le plaisir qu'on a envie de pédaler derrière cette jeune personne magnifique, qui doit s'appeler Paulette d'ailleurs, parce que ça me rappelle une chanson, eh bien ça reste quand même très compliqué. Voilà, merci, bonne soirée. Écoutez, je vous souhaite à tous une bonne soirée, et merci pour cette réunion assez sympathique, je trouve d'ailleurs. Madame Médina. Alors, c'est simplement une réflexion. Denise Médina de Bar-sur-Loup. C'est simplement parce que j'ai remarqué dans votre réunion que quand même les réserves en eau étaient un peu en danger et que vous aviez particulièrement un souci pour l'eau. Alors actuellement, ce n'est pas en 2040,
actuellement, il y a un gros problème parce qu'il y a un projet à la Sarré, à côté de la SEC, un projet de maturation des mâches-fer. 60 000 tonnes de mâches-fer qui vont venir de Nice, Antibes et Monaco pour monter à la Sarré et subir la maturation qui va faire que, eh bien, après, ils vont plus être polluants, alors qu'avant, ils étaient extrêmement polluants. Et après, on pourra faire un arrangement, une valorisation avec les granulats de la SEC, et puis un peu pour faire du béton, avec un peu, voilà. Alors là, je pense que là, tous les maires et toute la population devraient vraiment faire très attention parce que c'est toutes les ressources en eau en dessous, la Fousse et tous les villages qui vont être non seulement l'eau, mais il va y avoir aussi de la pollution atmosphérique, pollution au niveau de la circulation des camions. Voilà. Alors, actuellement, il y a l'étude d'impact, mais à partir du 5 décembre, il va y avoir l'enquête d'utilité publique. Et je demande à tout le monde non seulement les maires, mais la population, de se manifester, parce que ça, ce projet, en tant que parc naturel régional, j'ai contacté la société Mathilde et je vais essayer de déclencher avant ou pendant l'enquête publique une réunion publique pour qu'il y ait une vraie discussion de fond avec l'opérateur, les communes et les différents acteurs locaux, de façon à ce qu'on ait une vraie discussion de fond. Je vais essayer de déclencher ça, parce que ça peut déjà, je ne sais pas, je connais pas la finalité, mais déjà, on a peut-être besoin d'une réunion publique pour en savoir un peu plus. Attendez. Merci le collectif. Donc je suis effectivement le maire de Bar-sur-Loup et actuellement nous avons des contacts avec différents maires. J'ai des contacts avec les industriels du parfum à la Sarré. Nous sortons d'une réunion avec le SIEF, qui est le syndicat intercommunal des eaux du Foulon, et nous mettons en marche la machine vent contre tout.